David, est-ce qu'on ferait une petite présentation du séminaire de Chiara en attendant que tout le monde soit connecté? Excellente idée, j'arrive. Vas-y. Chiara, est-ce que tu veux nous dire quelques mots des séances que tu as prévues pour ton séminaire qui va arriver juste après cette séance Pardon? hors série? Voilà. Donc bonjour à tous et à toutes. Là, à partir du mois prochain, le 24 février, il me semble, il y aura la première séance d'un cycle de séminaires que j'organise en collaboration avec les RIMEL. Il s'agit d'un séminaire qui est intitulé Commande patrimoniale et en fait, le but de ce séminaire serait d'étudier les rapports entre littérature et patrimoine par le truchement de la commande. Donc, dans le cadre de la première séance, nous aurons deux interventions qui portent sur des commandes littéraires, donc des commandes de textes littéraires qui ont été faites dans le cadre de musées coloniaux, notamment le Africa Museum de Tervuren. Puis il y aura une séance consacrée à un double entretien avec Cédric Lezec du Musée des Confluences de Lyon et Natacha Fabri du Musée Galilée à Florence. Voilà, merci beaucoup Mathilde. Donc il s'agit de deux professionnels de musée qui ont commandé des textes pour valoriser leurs institutions respectives. Et ce sera le 25 mars. Puis il y aura une troisième séance consacrée à la commande de bande dessinée et au rapport que ça peut avoir avec le patrimoine, avec deux conférences données par Arianna Boccapignoni et Jean-Mathieu Méon. Et ensuite, une quatrième séance qui se déroulera le 26 mai, commande et institutions nationales, où nous aurons le plaisir d'écouter Adrien Chassin et Reindert Dont, qui nous parleront des commandes, de commandes qui ont été faites dans des institutions nationales ou au niveau national. Et ensuite, une dernière séance sur les commandes et les archives avec une conclusion. Et dans le cadre de cette séance, je présenterai un travail en cours sur la collection diaporama des LIMEC. Donc voilà. Merci pour ce programme, Cara. On inscrit dans nos agendas et Voilà. Merci merci pour Chiara. le lien. Alors, il y avait François qui devait basculer, je ne le retrouve plus. Il était Euh, là il y a une mais minute. il me semble aussi, et bon, on va commencer parce que là, on a déjà perdu 20 minutes à ces conneries, pardon pour la vulgarité, mais c'est vraiment très très agaçant, d'autant plus qu'au début, ça marchait parfaitement. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous. Est-ce que, Mathilde, on est d'accord que là, c'est déjà lancé l'enregistrement, hein? Absolument. Ouais, je le vois, ok, parfait. Euh, donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette séance du séminaire Patrimonialité, qui est une séance un peu exceptionnelle puisqu'on a prévu de faire un entretien et que la séance, contrairement à ce qu'on pratique d'habitude, n'est pas liée à une séquence thématique comme celle que vient de présenter Chiara, qui débutera à partir du mois prochain. L'idée est venue en fait lors d'un colloque à Cerisy consacré à Jean Cocteau cet été, où on discutait avec Claude Cos de ses euh, tâches dans la collection des éditions Champion, une collection dédiée au dictionnaire et en particulier s'agissant de son travail au dictionnaire d'écrivain. Et donc on s'est dit que vu la dimension patrimoniale de ce genre d'ouvrage, il pourrait être intéressant d'avoir une discussion ouverte sur le sujet. Donc, avec Marcella, on a préparé un jeu de questions et Claude a souhaité aussi convier à la discussion des personnes impliquées ou ayant été impliquées dans la préparation d'un dictionnaire consacré à un écrivain. En l'occurrence, nous avons euh, les deux cocktailiens, chacun dans son coin du monde, David Gullentops et Pierre-Marie Héron, qui dirigent donc le dictionnaire en préparation consacré à Jean Cocteau, et Catherine Maillot, qui a, avec
euh, avec sa collègue, dont le nom, je ne parviens pas à le retrouver, et Henriette Levillain a conçu, et il a été publié l'année passée, le dictionnaire consacré à Saint John Perse. Voilà, donc on a des tas de questions. N'hésitez pas, selon la formule habituelle du séminaire, à intervenir quand vous pensez que la question doit être posée, même si vous ne faites pas partie du duo d'intervieweurs et veuses que je compose avec Marcella. Voilà, sans plus attendre, si tu veux bien, Claude, je vais t'adresser à toi la première question. Ensuite, on a une série de questions qui impliqueront un petit peu toutes les personnes voilà, liées à la direction d'un dictionnaire. Donc, ma première question, Claude, elle porte sur l'historique de ton implication dans ce travail éditorial d'un genre un peu particulier, puisque les dictionnaires d'écrivains, c'est une formule éditoriale qui est pas extraordinairement vieille. Euh, et donc, je voulais savoir comment tu as été amené à occuper la position que tu occupes dans le cadre de cette collection chez Champion, sachant par ailleurs que tu as aussi, j'ai oublié de le préciser, euh, assuré la direction du dictionnaire consacré à Roland Barthes. Est-ce que c'est toi qui as pris l'initiative d'aller vers l'éditeur ou est-ce que c'est l'éditeur qui a pris l'initiative de venir t'attraper par le paletot? À toi. Merci, David. Alors, pour répondre très clairement à ta question, c'est l'éditeur qui est venu vers moi, hein. C'est Jean-Yves Guérin, notre collègue et ami, qui prenait sa retraite, avait envie un petit peu de passer la main et m'a proposé de prendre sa succession. Alors, sa succession, c'est de s'occuper des dictionnaires des 20e et 21e siècles à l'intérieur d'une vaste collection qui commence avec les commencements de la littérature française et qui est dirigée par Jean Pruveau, hein. Donc la grande collection, c'est celle de Jean Pruveau pour les dictionnaires. Et il y a en quelque sorte une sorte de responsable scientifique ou de directeur scientifique, selon les jours où on a envie d'avoir une image positive ou moins positive de soi, directeur ou responsable, c'est comme on veut. Et je m'occupe donc des dictionnaires contemporains, 20e et 21e. Et disons que ça fait une petite dizaine d'années à peu près, hein, moins de 10 ans que j'ai pris cette fonction et que j'ai sollicité un certain nombre de collègues pour diriger des dictionnaires qui n'étaient pas, bien sûr, déjà écrits ou qui n'étaient pas traités par d'autres éditeurs concurrents au meilleur sens du terme, hein. En particulier, je pense à Classique Garnier, qui a aussi une collection importante de dictionnaires. Voilà pour répondre à ta première question. Et pour toi, Claude, qu'est-ce qui fait plutôt un bon dictionnaire d'écrivain? Donc, est-ce qu'il y a une sorte de portrait robot d'un dictionnaire d'écrivain et des critères que tu voudrais vraiment voir remplis dans un ouvrage? Et j'aimerais bien, après ta réponse aussi, élargir la question à tous les directeurs de dictionnaires. Quel est pour vous un bon dictionnaire d'écrivain? Un bon dictionnaire d'écrivain suppose d'abord un écrivain. Ou une écrivaine, hein, peu importe, bien sûr. Je dirais, je vais employer parce que je suis un barthésien et que pour moi, le masculin a une fonction de neutre. Ah, voilà, bon, ce sera mon côté barthésien. Donc, un écrivain, il faut d'abord un bon écrivain. Alors, un bon écrivain, qu'est-ce que c'est? Puisque nous sommes dans la patrimonialité, c'est un écrivain, si vous voulez, qui ait sa place dans le canon, parce qu'il y a aussi un autre critère qui est un critère économique. Il y a des écrivains que nous pouvons adorer, mais qui sont considérés comme moins importants, avoir une place moins présente dans le patrimoine. Il faut penser qu'un dictionnaire, c'est un énorme travail, c'est un investissement financier. Il faut aussi, je dirais, pas vulgairement, mais très clairement, il faut que ça se vende, vous comprenez? Donc, il faut quand même que ce soit des phares dans tous les sens du terme. Et tous les écrivains que nous avons choisis sont des écrivains qui font partie du patrimoine, du canon, et que l'on peut acheter et consulter. Il y a des écrivains sur lesquels j'aimerais bien avoir un dictionnaire, mais ils n'occupent pas une place parfois suffisamment importante pour que ce soit très convaincant. J'attends un petit peu avant de les proposer. Deuxième critère, il faut avoir un éditeur. Il faut avoir à sa disposition, il faut rencontrer quelqu'un que l'on connaît bien, que l'on apprécie, dont on connaît les qualités intellectuelles, hein, dont je parle des collègues qui sont présents ici aussi, et qui soit capable de prendre en charge ce dictionnaire. Vous avez des auteurs
sur lequel il n'y a plus de grands spécialistes ou des auteurs qui sont passés à la mode. Par exemple, moi, j'aime beaucoup Nathalie Sarraute. Hein, c'est une de mes écrivains favoris parce qu'elle me fait beaucoup rire, en dehors de ses qualités. Mais il n'y a plus tellement de spécialistes de Sarraute. Hein, et j'aimerais bien trouver quelqu'un pour diriger un dictionnaire Sarraute. Je ne sais pas si les Sarrautiens sont prêts à le faire, hein, mais voilà. Donc, il faut trouver un éditeur. Et un éditeur à qui on ait confiance, bien sûr, avec qui on aime travailler. Et quand j'ai parlé à Pierre-Marie Héron et à David Gullentop de travailler sur le dictionnaire Cocteau, je savais qu'ils étaient compétents et je savais que j'aurais plaisir humainement à travailler avec eux. C'est important aussi, hein, parce qu'un dictionnaire, c'est de nombreuses années. Hein, alors, si on ne s'entend pas au bout de 6 mois, c'est embêtant. Hein. Donc, il faut penser donc à ce deuxième critère. Non, c'est même le troisième. Premier critère, il faut un auteur qui est de l'envergure. Deuxième critère, il faut un éditeur. Et il faut un éditeur avec qui on s'entende. Voilà, c'est un critère qui est peut-être moins noble que les autres, hein, mais qui est tout aussi important. Hein. Voilà les trois grands critères que je dis. Et il faut aussi un éditeur qui accepte les retards, qui accepte d'avoir une équipe à manager. Voilà, il faut avoir aussi des qualités de chef de groupe, hein, ou de guide, si l'on préfère, hein, parce que quand il y a beaucoup de collaborateurs, c'est un énorme travail. Il faut avoir le goût de le faire. Voilà. Et pas simplement bien connaître l'auteur. D'accord. Et à l'échelle du dictionnaire individuel, est-ce qu'il y a il y a une sorte de liste de critères que tu veux voir remplis pendant la rédaction ou dans le résultat final? Tu veux dire, une fois que, enfin, comment on peut décrire les buts que l'on se donne dans le dictionnaire, hein. Moi, il me semble que pour moi, mais il y a plusieurs façons de faire, un dictionnaire doit proposer de petits articles en quelque sorte. Une entrée de dictionnaire, c'est un article. Pour moi, il faut le penser comme un article, même si l'écriture n'est pas tout à fait celle d'un article que l'on donnerait dans un colloque ou dans un recueil de textes, hein. Mais il faut le penser donc comme un article. Il faut qu'il soit à la fois très informatif. Il faut qu'on sache quand a été publié un texte, quelles ont été les rééditions s'il y en a eu, etc. Il faut qu'il soit très informatif, mais il faut aussi qu'il soit un commentaire. Et il faut qu'il soit donc très problématisé, que chaque entrée relève d'une problématique, ne soit pas simplement descriptive. Et en troisième critère, si possible, faire un état de la réception d'un texte, et en particulier de l'influence qu'il a pu avoir. Par exemple, il va de soi que dans le dictionnaire Barthes figure un article important, La mort de l'auteur, et il me semblait important de faire un point sur l'extraordinaire postérité qui a eu ce texte-là après 1968, hein, puisque c'est la date de publication. Donc, information, analyse et réception. C'était les trois grands piliers, hein, que j'avais suggérés. Et penser l'entrée de dictionnaire comme on le ferait d'un article, avec les mêmes exigences. Mais les derniers critères aussi que je donnais après ces contraintes, c'est que chaque directeur se sente libre aussi, hein. Les dictionnaires que j'ai pu diriger, comme Barthes, ou que j'ai pu encadrer, comme Coltès, Cocteau, seront assez différents de ton aussi, parce qu'il y a la personnalité de l'éditeur. Et il faut la respecter, bien évidemment, hein, sinon les contraintes sont beaucoup trop grandes et inutilement présentes. Il faut se faire plaisir. Merci. Et Pierre-Marie, David et Catherine, est-ce que vous souhaitez vous exprimer sur ce qui fait un bon dictionnaire d'écrivain, à votre sens? Alors, enfin, je veux bien prendre la parole si je ne prive pas mes collègues qui sont sollicités en même temps que moi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec les critères qu'a évoqué Claude. J'insisterai juste un petit peu sur le fait qu'il faut vraiment avoir une équipe compétente, parfois pluridisciplinaire, puisque quand on travaille sur un auteur, il peut y avoir des questions d'histoire, des questions de langue, des questions de langues étrangères, des questions de traduction, etc. Bon, donc il faut une équipe qui soit multiple et pluridisciplinaire. Et le critère final est aussi que le bon dictionnaire, enfin un bon dictionnaire, c'est un ouvrage de référence. Donc il faut absolument des informations fiables, même si effectivement nous nous sommes efforcés d'avoir des problématiques dans les articles pour le dictionnaire Saint-John-Perse, mais notre souci était aussi d'apporter beaucoup d'informations fiables
et bon, qui dure autant que faire se peut, parce que la recherche continue d'évoluer, pour que bah, ce soit à disposition et des collègues et des chercheurs et des lecteurs lambda et des étudiants, comme un ouvrage vraiment de référence où ils trouveront toutes les informations de base nécessaires et bien sûr aussi au-delà des analyses. Voilà. Donc, j'ajoute cette petite insistance, ce petit surlignage à tout ce qu'a dit Claude. Et je voudrais juste préciser aussi que le dictionnaire Saint-John-Perse, David, il n'a pas été publié l'année dernière, mais en 2019, et que l'année dernière, c'est une réédition en collection de poche. Je ne suis pas sûre que nous ayons vendu toutes les éditions. Donc, la première édition, c'était une édition brochée, comme celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais l'édition de poche, c'est un peu une petite fleur que nous a faite l'éditeur, dans la mesure où cette année 2025 qui vient de s'écouler était une année commémorative pour Saint-John-Perse. Et le dictionnaire en format poche, c'est évidemment beaucoup mieux vendu que le brochet qui coûte un certain prix. Voilà. J'interviens juste en disant sans blague. Vu le prix de ce genre de bouquin, je suis pas surpris. Alors, je veux bien Ouais, prendre la suite en regrettant apparemment que David Elentops n'ait pas pu se reconnecter. Je ne vois pas son visuel, son nom s'afficher. Je lui ai retourné un lien, mais peut-être qu'il a un problème de connexion. Donc, en attendant, je dirais que je suis très heureux de remplir les critères d'un bon dictionnaire pour la part qui me revient à énoncer Claude Coste. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit. Je dirais que pour moi, un bon dictionnaire est un dictionnaire qui est un collectif, le résultat d'un collectif, donc ce n'est pas un dictionnaire monologique. Il y a toujours la question de l'arbitrage, d'une vision d'un auteur que l'on cherche à faire passer, qui peut être celle du directeur du dictionnaire ou des directeurs. On sait que certains milieux sont très conflictuels, qu'il a pu exister deux dictionnaires Malraux, par exemple, dont une partie de l'équipe du dictionnaire numéro 1 a fait sécession pour faire un numéro 2 d'une approche tout à fait différente, non plus historienne mais littéraire. C'est une mosaïque, donc il faut qu'il y ait précisément qu'on joue la carte de la mosaïque et des entrées pour que soit reflété de manière équilibrée et sans trop d'écart hérétique ou atypique, cette pluralité qui est celle même de la lecture. Une œuvre multiplie toujours les lecteurs et se métamorphose au fil des lecteurs. Le deuxième critère, c'est que pour moi, une œuvre, un dictionnaire doit parler de toute l'œuvre. Et cela a une répercussion directe sur le calibrage. On en parlera peut-être, mais la particularité du dictionnaire Cocteau est de faire une très très large part aux arts graphiques et plastiques et une part assez rétrécie finalement au regard de cette nouvelle proportion assez rétrécie. Eh bien, ce qui importait le plus pour Cocteau, c'était d'être poète de poésie, donc le cœur, le profil du poète. Finalement, on voit que le théâtre ou le cinéma ont fait bouger, ont excentré de ce cœur-là la figure de Cocteau. Et on sait par exemple adjoint les services de Christian Brien, qui est conservateur en chef au Centre Pompidou, qui est historien de l'art, pour précisément être pluridisciplinaire et aborder cela. Voilà. Je pense que cela explique pourquoi dans le dictionnaire Rimbaud, on a certaines notices, je parle du calibrage, qui font plusieurs pages, mais nous avons 800 entrées. Nous avons un nombre d'œuvres qu'on ne descend pas au niveau du dessin, on s'arrête à l'album de dessin, un niveau d'œuvre chez Cocteau qui est considérable. Et on a donc plafonné nos calibrages avec un maximum de 12 000 signes, alors que certaines notices sont 30 000 signes dans d'autres dictionnaires. Et puis enfin, je dirais un troisième critère, peut-être, enfin ça en fait déjà trois, donc je vais m'arrêter là. Mais évidemment, c'est ce dictionnaire soit savant, donc tout ce qui a été dit par Catherine Maillot et Claude Coste. Hein. C'est pourquoi, relativement au sujet de ce séminaire, je dirais que la porte d'entrée est patrimonial, si l'on veut. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de subjectivité aussi dans les choix des directeurs de collection. Et je ne sais pas si Audiberti, par exemple, qui était le chéri de Jean-Yves Guérin, aurait mérité voilà, l'admission à la collection. Balzac a attendu très longtemps, 2021, dans la collection chez les Classiques Garnier. Et c'est assez intéressant de voir, si on parle collection, que la collection Champion a commencé par des poids lourds avec du XVIIIe siècle, hein, avec, comme il s'appelait, Raymond Trousson, qui était le grand spécialiste de Diderot, de Voltaire,
de Rousseau, et que la collection Garnier a commencé par les surréalistes. Elle a commencé à Paris 3 d'ailleurs, avant d'être réannexée par Paris 4, et de continuer avec Giono ou Malraux, mais c'est au début c'était Breton, et deuxième numéro, je crois que c'était sur les textes, le surréalisme dans les textes, toujours aussi avec Henri Béard. Voilà. Donc, je m'arrête là. Voilà, la question, pardon, j'ai pas fini. La question de la patrimonialité, pourquoi pas, mais c'est la question surtout de la vocation savante et pédagogique. Et là, on peut avoir une forme de, de, de- voilà, de pas de deux un peu incertain. Voilà. Ouais, je t'en prie, Marcella, si tu veux y aller, vas-y. Ou Je bien crois que c'est Catherine qui Catherine, parle. oui, pardon, excusez-moi. vas-y, Moi, je Catherine. voulais revenir sur le calibrage. Bon, il se trouve que quand on a commencé le dictionnaire, alors Claude parlait du temps long et effectivement, on a mis plus de 5 ans, hein. On a commencé entre 2012-2013 et le dictionnaire a été publié fin 2019, hein. Donc, on a mis plus de 5 ans pour le faire. Mais la première année, alors déjà nous étions trois, il y avait Henriette Levillain et Mireille Sacotte, et Mireille Sacotte a déclaré forfait en cours de route, et de fait c'est quand même un très très gros travail et de longue haleine, et donc voilà, on s'est retrouvés avec Henriette et on a fait équipe, mais on a passé la première année à définir les entrées et leur calibrage. On a commencé par les entrées, et une fois qu'on a eu la liste d'entrées, on a défini le calibrage. Et on n'a pas attribué le même calibrage à toutes les entrées parce qu'il y en a qui sont techniques et assez rapides à faire, succinctes, et puis d'autres qui nécessitent quand même un développement plus important. Par exemple, sur l'histoire de la réception, mettons, de Saint John Perse, ou bien sur tradition et modernité chez Saint John Perse. Bon, là, il y a un peu plus de volume. En revanche, quand il s'agit de l'assonance ou l'allitération, l'entrée est un petit peu plus brève. Voilà. Donc on a calibré, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps au début. Ça va, les auteurs n'ont pas été trop mécontents parce que, bon, vous avez, enfin, surtout Claude a évoqué au début des questions de management avec toute l'arborescence dans laquelle vous intervenez, puisqu'il y a, si j'ai bien compris, j'imagine qu'il y a un responsable de la grande collection des dictionnaires, Claude qui est inséré dans un compartimentage plus précis, puis les des responsables des auteurs qui eux-mêmes doivent manager des Oui. auteurs, contributeurs et Oui. contributrices plus ou moins dociles ou plus ou moins récalcitrants et récalcitrantes. Donc, comment, enfin, je veux dire, est-ce que au niveau du dosage, vous n'avez pas dû ferrailler avec Oui, des si. mécontents et des Alors, mécontentes? si, mais ça s'est pas trop mal passé. Alors, d'abord, une précision. Donc, Claude a dit que s'il dirigeait, moi, j'ai pas très bien suivi ça, mais depuis une dizaine d'années, Claude, que tu diriges cette collection. Mais en fait, quand on a fait le dictionnaire Saint-John-Perse, c'était beaucoup plus flou. On arrivait avec la proposition auprès de Champion, et ensuite, il y avait des histoires de contrats à faire signer avec les principaux contributeurs, parce que certains ont fait une petite entrée de 10 000 signes, et puis d'autres ont fait plusieurs centaines de milliers de signes. Donc, il y a eu des histoires de contrats aussi à régler avec l'éditeur. Mais Claude, je ne me souviens pas de m'être adressé à toi pour ce contrat-là au début. En revanche, avec Henriette, on a tenu notre liste d'entrées secrète. C'est-à-dire, on n'a pas diffusé à tous nos collaborateurs la liste des entrées. Et on a sollicité donc tous ceux qui avaient accepté d'y participer en leur attribuant les entrées qui nous semblaient leur correspondre le mieux en fonction de leurs compétences, de leur formation, des goûts, parce qu'on est tous persiens, mais pas toujours de la même tendance, n'est-ce pas? Donc voilà, on a attribué en fonction de ce qu'on sentait pouvoir plaire, convenir à nos collègues. Mais il y a eu du marchandage. Il y a eu du marchandage pour certains qui voulaient tel texte alors qu'il avait déjà été donné à quelqu'un d'autre, ou qui n'en voulaient pas. Bon, ça, c'était plus facile. Et puis évidemment, il y a eu des longueurs dans les textes, et là, il a fallu tenir la barre un petit peu ferme. Bon, parfois, on a lâché un peu de mou, mais il a fallu quand même tenir la barre parce que notre dictionnaire en version brochée est quand même à 650, 660 pages, et qu'il ne faut pas que ça dépasse de trop, enfin un certain volume pour que les caractères ne diminuent pas trop, etc. Donc là, il y avait il fallait faire attention à ce point-là. Mais au total, ça s'est pas trop mal passé. La difficulté, c'était de récupérer les textes, comme toujours. C'est-à-dire, il y avait quelques retardataires. Et là, ce qu'on a observé, c'est qu'il valait mieux avoir donné plusieurs textes, beaucoup de textes à certains intervenants, parce qu'ils se mettaient vraiment au travail. Si on demandait un seul texte, la personne traînait un peu en se disant, j'ai toujours le temps de le faire. Voilà.
Juste, oui, tu as raison, Catherine. En fait, j'ai fait une confusion de date. 10 ans, c'est le temps du dictionnaire Barthes, mais ce n'est pas le temps de ma responsabilité Ah, dans, d'accord, d'accord, j'ai mal compris alors, d'accord. qui fait une erreur d'aiguillage, hein. Et alors, pour ce qui est du calibrage, c'est effectivement une des grandes difficultés, hein. Il y a trois types de textes, les petits, les moyens et les grands, hein. Les entrées, petite entrée, moyenne entrée et grande entrée, en fonction de l'importance que l'on accorde à telle ou telle entrée, justement. Et les deux grands défauts, faut le dire, c'est le lâchage, quand un collaborateur vous lâche, hein, bon, pour le On dictionnaire. meurt, on meurt, Oui, on non, meurt. Ça nous est arrivé, ça aussi. ça, Mm. Mm. Faudrait prévoir d'interdire ce genre d'attitude dans les contrats, hein, quand même. peut-être, mais le lâchage des gens qui sont bien vivants et en bonne santé, c'est moins agréable. Bon, j'ai eu comme ça des lâchages de séries entières d'articles, enfin, d'entrées que j'ai dû refiler à d'autres personnes. Ça n'a pas été drôle. Je ne donne pas les entrées, je ne donne pas les noms, hein, parce que on a un reste de bonté malgré tout. Et donc, ça, c'est la première difficulté. Et l'autre grande difficulté, ben, c'est que le contributeur, et moi-même, j'ai été contributeur, sont naturellement bavards, hein. L'entrée est toujours trop longue, hein. Il faut user de beaucoup de diplomatie pour faire réduire, hein, les entrées. Parfois, on a des collaborateurs qui sont très, très ouverts et qui acceptent les remarques. D'autres, il faut y mettre des précautions, comment dire, extraordinairement raffinées, hein, pour obtenir que l'on soit dans le cadre requis. Mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Je sais pas Et si est-ce... tu... Vas-y, pardon. Bah, j'allais demander si Pierre-Marie a quelque chose à dire dessus, mais c'est plus délicat pour lui puisqu'il est occupé justement à ferrailler avec ses auteurs et autrices. Écoute, non, je peux répondre. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc, ça fait. Nous avons passé 3 ans, non pas David et moi-même seulement, mais avec un échelon intermédiaire de responsables de domaine, puisqu'il y a un responsable des arts graphiques, un ça pour les arts plastiques, un ça pour le théâtre, un pour le cinéma, etc., à composer l'index. Et c'est le résultat collectif, disons. Bien sûr, il y a quelques petits arbitrages que David et moi devons faire, mais le fait d'avoir marché ensemble, d'avoir passé 4 réunions la première année, 3 la seconde, puis 2, une réunion d'automne, une réunion de printemps jusqu'à maintenant, avec une remise de texte au 28 février prochain. Donc, c'est comme 4 ans qu'on est sur cette phase-là d'architecture. Je crois que ça facilite beaucoup ensuite. Les égos s'y retrouvent, si on veut. Et puis on apprend aussi, à force de se rencontrer, à savoir comment prendre l'un ou l'autre. Bien sûr, on ne se ressemble pas. Voilà. Non, notre difficulté après n'est pas celle de la longueur, puisqu'on se plafonne à 12 000 pour Picasso, c'est-à-dire, disons, Picasso ou Jeunesse sont un petit peu les références hautes. Il faut descendre en dessous sur une moyenne à 6 000. J'aime beaucoup cet exercice de concision. Je crois que les collègues pestent parfois un peu. François a mis la Bretèque, qui est un des rédacteurs qui suit aussi là et qui a l'habitude avec moi de travailler sur des formats plus longs d'intervention de colloque, sans, je crois, un peu à l'étroit, mais en fait, on peut dire beaucoup de choses en peu de mots. C'est un très bon exercice stylistique. Et cela évite aussi les bavardages. Dans certains dictionnaires, ce qui est la blessure au flanc, c'est vraiment les rédactions médiocres. Et il y a beaucoup d'entrées qui sont médiocres. Dans un dictionnaire, il faudrait avoir que d'excellents rédacteurs. On ne peut pas toujours, et on est empirique aussi. Et donc, peut-être ça peut limiter aussi la casse, mais je crois que dans notre équipe, on n'aura que des gens excellents. Nous aussi, nous n'avons eu que des gens excellents. C'est comme l'école des fans, tout le monde gagne. Voilà. Marcella, tu voulais poser une question, je t'en prie, vas-y. Euh, d'accord, merci. Moi, je me posais la question à l'échelle plutôt plus large de la collection, donc ce sera plutôt une question pour toi, Claude. Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale prédéterminée, par exemple en termes de constitution de corpus? Est-ce qu'il y a un ratio de période? Alors, tu parlais du 20e et du 21e. Est-ce qu'il y a un ratio de différentes périodes ou différents mouvements à traiter aussi au sein de ce corpus plus large? Non, pas du tout. Enfin, je n'ai reçu aucune consigne concernant le XXe et le XXIe siècle. Je pouvais faire ce que je voulais dans le cadre, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais il y a une contrainte qui était bon, d'abord celle de la littérature française ou de langue française, hein.
ou de langue française, même de langue française de France, hein. Et ce que j'ai voulu, ce que d'autres ont voulu aussi, parce que je n'ai pas été le premier à le faire, c'est inclure des littératures francophones. Alors, j'appelle littérature francophone écrite par des non-français, si vous voulez, hein, on peut toujours discuter le terme, et en particulier des francophonies du Sud. Par exemple, est en cours un dictionnaire sur Kateb Yassine, le grand écrivain algérien. J'aimerais bien qu'il y ait un dictionnaire sur Marie Scondé, par exemple, qui était française par ailleurs, hein, mais enfin, que l'on pense comme lié aux Antilles, hein, donc un autre ère culturelle. Voilà, il faut s'ouvrir sur le maximum d'auteurs francophones et pas simplement français. Alors que les dictionnaires Chanton étaient plutôt des dictionnaires de littérature française. Et je suis très heureux que David Gullentop ne nous entend pas là, mais qu'il soit prévu pour diriger un dictionnaire sur Verhaeren, le grand écrivain belge francophone. Et je trouve que c'est très très bien. Et on pensait aussi à un Maeterlinck, ce qui serait très bien, hein. Un Ramuse me paraîtrait aussi un très bon objet, hein. Bon. Et sortons d'Europe, parce qu'on ne peut pas faire une immense différence entre les différentes francophonies d'Europe, même si elles sont différentes, et descendre vers le sud, hein, j'aimerais beaucoup. Alors, un dictionnaire Assiad Djebar est prévu, mais dans une autre maison d'édition, hein, mais ça s'imposait. Je pense qu'il faudrait un dictionnaire Kuruma, par exemple, hein, voilà. Mon travail, c'est de penser à des dictionnaires qui ne soient pas français, mais de langue française, hein. Aucun écrivain de langue étrangère ne fait partie de la collection, hein. C'est un choix, mais on considère que Joyce pourrait avoir un dictionnaire, bien sûr, en français, mais peut-être que c'est peut-être d'abord un dictionnaire anglophone qu'il faudrait. C'est un critère qu'on s'est donné. Donc ouvrir, c'est ce à quoi je tends vers des dictionnaires de littérature francophone. Mais il y a déjà eu le dictionnaire de Christiane Cholet-Achour, hein, sur les classiques de littérature francophone. Et donc il y a déjà eu une entrée dans ce domaine-là. Donc pas de consigne, hein, on se sent très très libre et chaque directeur ou responsable a envie d'aller dans un sens ou dans l'autre assez librement, hein, je le répète. Merci. Est-ce que je peux ajouter une petite chose Bien sur sûr. ce que vient de dire Claude? Il se trouve que donc Champion, le directeur scientifique, littéraire de Champion, c'est Jean Pruvot, qui est effectivement un spécialiste des dictionnaires et qui est très très attaché aux dictionnaires. Il se présente toujours comme un dicopathe et il est très attentif. Mais je ne sais pas s'il a donné cette consigne, Claude, tu vas me le dire ou pas, parce que nous, il avait été déçu par notre dictionnaire, parce qu'avec Henriette, nous avons décidé in fine de faire un dictionnaire analytique. C'est-à-dire que nous n'avons pas respecté dans la présentation l'ordre alphabétique. On retrouve à la fin du livre la liste alphabétique des notices, des entrées, mais l'ordonnancement du livre, son organisation technique, scientifique, thématique, etc., n'est pas alphabétique. Et Jean nous avait fait les gros yeux, il avait été assez mécontent de cette décision. Bon, humoristiquement parce il est charmant, mais enfin, pour lui, nous n'avons pas fait un vrai dictionnaire. Voilà. Donc, je ne sais pas si cette consigne maintenant est obligatoire, enfin, s'il faut obligatoirement la respecter ou pas. Alors, il m'a parlé, hein, de votre dictionnaire, hein. Il m'a dit effectivement qu'il regrettait que ce ne soit pas un dictionnaire structuré sur l'ordre alphabétique, parce que pour lui, un dictionnaire, c'est d'abord l'ordre alphabétique. Mais il faut lui rendre hommage, c'est que même s'il a fait les gros yeux, il vous a laissé travailler. Voilà, il vous a Oui, laissé. absolument, absolument. Mais j'aurais une question dans la foulée pour Catherine. Pourquoi ce choix? Parce qu'il a dû s'imposer, j'imagine, en cours de route, peut-être pas immédiatement d'ailleurs, puisque Absolument, j'imagine qu'au absolument. départ, vous partiez sur le principe de l'alphabétique. Donc, parce que j'allais en venir à une question, parce que je crois aussi que Pierre-Marie l'a dit, et c'est une question qui s'adresse aux trois, du coup. Donc d'abord, si tu veux bien, une question juste pour toi, pourquoi ce choix-là de ton côté? Ce qui peut être une façon de répondre à la question que j'adresse à tout le monde, c'est pourquoi y a-t-il, parce que tu l'as formulé aussi, Pierre-Marie, au tout début, pendant ta première intervention, je pense, le souci de dire que les articles devaient aussi être analytiques et pas seulement descriptifs. Voilà. Donc, je t'en prie, Catherine, peut-être Alors, d'abord. je réponds sur le premier point. Effectivement, c'est apparu presque vers la fin, dans la dernière année, quand on a quasiment rassemblé toutes les entrées et que nous étions en train de faire un peu la voiture balai, puisque c'était à nous que revenaient les entrées qui n'avaient pas été prises ou pas traitées ou oubliées, etc. Bon, mais dans cette dernière année, on s'est rendu compte qu'on avait une masse de documents. Alors,
Excusez-moi. Excusez-moi, eu un appel téléphonique qui m'a gênée. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui. On s'est retrouvé avec une masse de textes, d'entrées, de notices, etc. Parfois même avec des nuances un peu différentes, parce que tel qui était très porté sur les Antilles, développer cette sensibilité peut-être d'une manière un peu plus forte qu'on ne l'aurait voulu. Donc ça, on a laissé. Mais surtout, on s'est rendu compte que si on mettait bout à bout, alors vous me direz ce que ça rend dans vos dictionnaires, mais quand on mettait bout à bout, on passait un peu du coq à l'âne et que ça ôtait beaucoup de la cohérence de l'outil qu'on voulait mettre sur le marché. Donc je prends un exemple pour la lettre A, on enchaînait Aragon, arbre, Asie, assonance, Atlantique, Audubon. Et puis pour la lettre E, par exemple, entomologie, énumération, épopée, érotisme, espace, États-Unis, étranger. Alors on peut continuer comme ça, mais ça donnait ce voisinage un petit peu curieux et enfin non cohérent, je ne vais pas dire aberrant, mais non cohérent. Et on a cherché à donner une cohérence. Donc celui qui se sert de notre dictionnaire, il trouve à la fin la liste mise par ordre alphabétique, mais il peut aussi lire le dictionnaire, alors à sauce et à gambade comme il le veut, mais aussi dans une continuité. Et il y a des choses qui émergent dans la continuité. Donc on a bâti quand même une sorte d'ordre, alors qui est à la fois chronologique et thématique, de façon à ce que les œuvres soient situées, enfin l'analyse des œuvres proposée par les rubriques, par les notices, soit située dans les contextes historiques ou imaginaires correspondant à l'époque de la vie enfin chacune des époques de la vie de Léger. Alors il faut dire que nous, notre auteur, il est à la fois écrivain, poète, bien sûr, mais il est aussi diplomate et il a une vie diplomatique. Il y a des archives diplomatiques qui sont extrêmement fouillées, étudiées, etc. Et que cette personnalité historique a fini un peu au fil du temps dans la critique par prendre le pas, le dessus, je dirais quantitativement, par sa présence hein, sur le poète. Donc le dictionnaire rééquilibre, met en regard, entretisse ces deux aspects et ça nous a paru plus intéressant de faire une présentation analytique qu'une présentation alphabétique. Voilà. Oui, je veux bien. Vas-y, Pierre-Marie. Oui, je trouve que le dictionnaire Saint-Jean-Père, est doublement atypique dans la collection et c'est ce qui fait son prix aussi, parce qu'il a été dit ici, une sorte de dictionnaire qui ressemble à une sorte de formule rénovée de biographie, puisqu'on a un ordre d'abord chronologique avec par grande période, puis ensuite un ordre thématique, et c'est donc à la mi-chemin entre la biographie et l'essai critique, mais ça reste un dictionnaire. Et puis surtout, ce qui est complètement atypique dans tous les dictionnaires que j'ai feuilletés, c'est qu'il y a plusieurs sections qui sont consacrées à ce qui devrait peut-être entrer dans un bon dictionnaire d'auteur. Un écrivain écrit. Un écrivain écrit, un écrivain est un pense-phrase, comme dit Barthes, et donc il y a tout un ensemble d'articles sur la versification, sur le langage, une approche un peu plus critique thématique sur les imaginaires, des îles, je crois me souvenir. Enfin bref, c'est assez. Et finalement, nous qui sommes professeurs de littérature et langue, nous sommes en réalité minables pour faire des articles qui touchent à la langue. Nous ne sommes plus assez poéticiens, pas assez linguistes et tout, et peut-être ça fait partie du besoin pluridisciplinarité. Mais l'axe de gravité est autre que là. Il est plutôt celui de l'histoire littéraire, dans une approche moins bœvienne que proustienne, tout de même. Voilà. Alors oui, pour revenir au tout début de ta question, David, euh, ben, c'est ce que Claude l'a dit aussi, selon la dimension de la notice, on peut plus ou moins. Donc on est très factuel et sec presque dans les toutes petites notices. Plus on a de l'ampleur, plus on peut être herméneute, aller vers l'interprétation. Et avec cela, la vocation est pédagogique. Donc il faut qu'il y ait quand même dans les notices, mettons sur une œuvre, un minimum de simplicité. De quoi ça parle? Quelle est l'intrigue? Résumer, parler un peu des personnages, donner un peu quelques éléments de réception. Mais on sait bien que c'est impossible, mettons, pour la voix humaine qui a intéressé comme solo, hein, performance de soliste, tant et tant de grandes cantatrices après la version opéra de Poulenc et Denise Duval, par exemple, mais déjà avant, après Berthe Bovy, c'est impossible. Donc parfois, il faut être
extrêmement sobre sur la question de la réception, alors que là, il y a une véritable section dans le dictionnaire Saint-Jean-de-Perse, une vraie section sur les éditeurs, une vraie section sur la réception et les traductions. Enfin, c'est vraiment une formule intéressante aussi de ce point de vue-là, mais qui n'est pas toujours possible. De notre côté, nous avons un auteur très très intermédial qui ne cesse de repasser par une œuvre à peine, par exemple, La Voix humaine à peine créée au théâtre. 2 mois plus tard, il en fait une version disque chez Columbia. Alors il faut une notice pour le théâtre, il faut une notice pour le disque, il faut une notice pour la musique, il faut une notice pour les divers films, donc une notice, mettons, en version cinéma aussi de La Voix humaine. Et là, nous avons vraiment choisi de ne pas traiter comme des queues de comète inintéressantes les adaptations des œuvres par l'auteur et parfois aussi par d'autres, mais de vraiment, quand c'est l'auteur lui-même qui le fait, par exemple pour pas, les Parents terribles, qui est à la fois une version théâtre en 39, une version film en 46 et même une version radio aussi. Nous avons vraiment choisi de consacrer une notice à chaque. Ce qui veut dire que la notice de base, la notice matrice, va remplir les fonctions pédagogiques de base, de quoi ça parle, et puis les autres notices vont se concentrer sur d'autres aspects. Donc c'est un train avec des wagons, voilà, pour ces notices-là. Oui, c'est intéressant. Et Claude, je ne sais pas si tu veux répondre à cette question-là aussi. La question qui portait sur l'ordre alphabétique, moi j'ai choisi l'ordre alphabétique pour le dictionnaire Barthes parce que bon, pour moi un dictionnaire c'est d'abord l'ordre alphabétique, même si le choix de Catherine pour Saint-Jean-de-Père se justifie parfaitement, hein. Mais un dictionnaire, bon, je le pense d'abord moi systématiquement selon l'ordre alphabétique. Et puis d'autre part, l'ordre alphabétique, c'est important chez Barthes, hein. C'est très barthésien que d'adopter l'ordre alphabétique, puisque c'était pour lui le moyen de ne pas classer les choses, hein, autrement que par cet ordre à la fois arbitraire et, enfin, comment dire, culturel, et qui ne porte pas un sens en lui-même. Maintenant, pour les entrées, il faut qu'elles soient très informatives. Ça, c'est certain. Et tu as raison, Pierre-Marie, il faut qu'on raconte l'histoire, il faut qu'on sache qui est quoi et que le dictionnaire puisse s'adresser à des lecteurs qui ne connaissent pas l'œuvre. Mais je trouve qu'il est toujours plus intéressant de produire une herméneutique, hein, pour employer un mot savant, hein, que tu employais, Catherine. Je trouve que c'est plus intéressant qu'une entrée soit aussi déjà une lecture. Par exemple, moi, je pense à l'entrée dans le dictionnaire Barthes sur les essais critiques, hein, le volume des essais critiques, qui sont très, très bien décrits, hein, par le rédacteur, c'est Jérémy Majorel, qui enseigne à Nanterre maintenant. Mais aussi, il a pris du recul et il a montré que ce texte était porté par une mélancolie que personne n'avait mise en avant. C'est une lecture personnelle, mais c'est une lecture qu'il assume et je trouve qui enrichit la connaissance qu'on peut avoir de l'œuvre. Donc, il ne faut pas avoir des problématiques trop intempestives qui feraient écran à la découverte de l'œuvre, mais il faut, je crois, prendre ce recul, qui est le recul d'un véritable commentaire. Et il faut faire tenir tout ça dans une petite notice, hein, 12 000 signes, mais il faut essayer c'est une prouesse d'écriture, hein, de faire cela, c'est une prouesse d'écriture. Mais il y a une solution quand on ne veut pas avoir trop de notices, c'est utiliser ce que j'appelle l'index, un index des notions, les notions auxquelles vous n'avez pas eu droit en quelque sorte. Moi j'appelais cela en moi-même, hein, l'index des remords, les entrées que l'on a finalement refusées parce qu'elles étaient trop étroites, mais qui permettent de renvoyer à des entrées qui, elles, ont été rédigées. Par exemple, je n'ai pas trop d'exemples là, mais cela ce serait plutôt l'index des noms propres. J'ai beaucoup hésité à faire une entrée Maria Cazares et Gérard Philippe, hein, mais c'était trop étroit. Mais ces deux noms figurent dans le dictionnaire Barthes, dans l'index des noms propres, ce qui permet de retrouver ces noms-là. Et c'est très bien de le faire aussi pour l'index des notions, des entrées, enfin des notions qui ne sont pas suffisamment importantes pour donner là une entrée, mais que l'on peut retrouver malgré tout. Donc on peut jongler comme ça sur la longueur, mais aussi sur les index, hein. J'engage les prochains rédacteurs de dictionnaire à penser aux index. Un index fait vraiment partie du dictionnaire. Je ne parle pas simplement des index de noms propres, hein, ça c'est évident. Un index de notions, donc tu veux dire. Un index de... Des notions qui n'ont pas donné lieu à une entrée. Ouais, ça se pose peut-être plus pour quelqu'un comme Barthes, qui est un pondeur de notions plutôt que pour d'autres, quoi. Il faut adapter, chaque dictionnaire s'adapte aux éditeurs, mais s'adapte d'abord à l'auteur et au regard que l'on veut porter sur lui. Olivier Sécardin note que l'index des remords, c'est une très belle formule. Je trouve aussi. Tu devrais écrire un livre qui s'appellerait comme ça, rien que parce que le titre est cool. Maintenant, il faut faire le texte. Allons-y.
Si je peux me permettre, Marcella, j'aurais une question là, je ne sais pas comment la qualifier, mais qui est dans la foulée de ce qu'on vient de dire. Ce souci de proposer ce que j'ai appelé analyse dans ma première question, que tu as reformulé en termes de lecture, donc proposer une lecture comme l'a fait la personne dont j'ai oublié le nom à propos de ce que tu viens d'évoquer. Euh, dans quelle mesure est-ce que ce souhait, qui a l'air d'être celui peu ou prou des trois personnes là qui ont dirigé ou dirigent un dictionnaire, dans quelle mesure est-ce que c'est pas un tropisme de prof de lettres qui peut-être ne se poserait pas vraiment dans les mêmes termes, c'est une vraie question ouverte, hein, j'ai pas d'a priori, pour des historiens par exemple, qui feraient je sais pas, un dictionnaire Napoléon. Alors Napoléon c'est pas le bon exemple parce que forcément, je sais pas, quelqu'un d'un peu moins sujet à polémique ou problématique. Mais donc voilà, bon, je formule la question et puis allez-y. Dans quelle mesure est-ce que ce souci de poser une interprétation d'œuvre ne tient pas au fait qu'on est des littéraires et que dans d'autres disciplines, face au même type d'objet, un peu globalisant et synthétique, ce type de question ne se poserait pas tout à fait. Je ne suis pas sûr que ça se pose, par exemple, dans les mêmes termes pour des historiens de l'art. Alors on pourrait attendre la même chose d'eux. Mais bon, débrouillez-vous et dites-moi ce que vous pensez. Je crois qu'il n'y a pas de pensée sans problématique, et un historien digne de ce nom problématise. Mais pas comme nous, forcément, hein, pas forcément comme nous. Mais si c'est simplement, comment dire, une succession de faits, c'est déjà pas si mal. Il me semble qu'on reste en deçà, du travail intellectuel. Alors peut-être que c'est un transmisme un peu littéraire, je veux bien, mais je crois que c'est tout simplement une exigence de toute forme de pensée. Alors, en ce qui concerne le dictionnaire Saint John Perse, je ferai un petit distinguo entre la lecture des poèmes, enfin les descriptions, enfin les rubriques qui concernaient les poèmes et les textes de Saint John Perse, des rubriques qui étaient plus factuelles sur des personnes qu'il a rencontrées, avec lesquelles il a travaillé, etc. Alors en général, les rubriques factuelles étaient un peu plus brèves et peut-être relevaient un peu moins de l'interprétation, mais je dis seulement un peu moins parce que je pense que c'est difficile de complètement l'éviter. En revanche, pour les poèmes, c'est sûr que chacune d'entre nous, enfin je me souviens, moi j'ai fait l'entrée sécheresse, par exemple, qui est un poème que j'aime vraiment beaucoup. Et quand j'ai envoyé mon entrée à Henriette, elle a eu une réflexion du style, c'est pas comme cela que j'aurais fait, mais tu retombes sur tes pattes, ou ça tombe bien à la fin, ou je sais pas quoi. Bon, donc il y a toujours une question de sensibilité qui joue dans la manière dont chacun, chacune mène l'étude d'un poème ou d'une page, alors que sur des éléments factuels, on est un petit peu plus distancié. Je veux dire, il y a des éléments très concrets à apporter, comme des dates, des temporalités, des faits, etc. Bon, mais c'est une nuance que j'apporterais, parce que sinon, je pense que je crois que même en histoire de l'art, il y a une part d'interprétation. Enfin, nous, on n'a pas trop été confrontés à cela, même si on a des entrées concernant des artistes liés à Saint John Perse qui ont travaillé avec Saint John Perse ou sur lui, qui ont fait un masque ou qui ont fait des tableaux. Mais je pense que même en histoire de l'art, le commentaire relève d'une lecture personnelle. je, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais un exemple me vient à l'esprit. J'ai lu il y a quelques années un article, j'ai oublié le nom de l'auteur, qui travaillait, ce qui portait sur Barthes en Égypte. Vous savez que Barthes a enseigné une année ou deux à Alexandrie. Et c'était un article strictement factuel. On avait tous les éléments, donc c'était magnifique parce que je n'avais pas à les chercher, ils étaient là. Mais il n'y avait pas le moindre commentaire. Par exemple, quand je dis exigence de problématisation, c'est quelle a été la trace qu'a laissée l'Égypte dans l'œuvre de Barthes. Bon, il a rencontré Grémas et il ne s'est jamais intéressé au monde arabe, par exemple. C'est ça que j'appelle un commentaire. Et l'article, qui avait ses qualités par ailleurs, eh bien, énumérer des faits, mais n'en tirer aucune conclusion. On peut en tirer des conclusions. Hein. La conclusion qu'on peut tirer, c'est que Barthes, en Égypte, a ignoré l'Égypte. Voilà. Bon, et que dans sa formation, ça a été une étape importante. C'est Grémas et pas l'arabe. Voilà. Donc, c'est ça que j'appelle commentaire et problématisation. Et c'est pas simplement l'énumération de faits. Voilà. Donc, on se retrouve, Catherine, sur ce plan-là. Mais même sur des éléments factuels, on peut produire un commentaire.
Autrement dit, un dictionnaire n'est pas un ouvrage, et pas seulement un ouvrage d'érudition. C'est pas l'érudition qui est l'élément essentiel. Même si c'est important. Alors, pour aller Même un si- peu dans le sens de David, l'exemple des deux dictionnaires Malraux est instructif. Le dictionnaire CNRS ne comporte majoritairement des historiens de l'art, des politistes, etc., et de façon minoritaire des littéraires. Le résultat, c'est qu'il y a très peu de notices qui sont consacrées aux œuvres littéraires de Malraux. Malraux apparaît surtout comme un intellectuel. Le dictionnaire qui ensuite a été récupéré chez Classique Garnier en numéro 7 de la collection, donc au début des années 2010, a été refait avec une équipe de littéraires et les entrées que l'on attend concernant l'œuvre romanesque, les écrits sur l'art aussi, etc., de Malraux, ils sont importants. Donc, il y a toujours interprétation, quelle que soit notre discipline, mais le profil général peut changer selon. Après, nous ne faisons pas vraiment œuvre d'historien de la littérature, puisque l'histoire littéraire, comme disait Alain Vaillant, c'est quand même, et déjà Gustave Lançon, c'est une affaire de général plus que d'individualité. Donc, on est, à la différence de la sociologie, de la véritable histoire, il y a quand même les œuvres, il y a une individualité qui est écrite, mais on est un petit peu gêné avec cet objet, le dictionnaire d'auteur, qui nous amène à descendre jusqu'au niveau de l'écriture de la langue. On veut aller vers l'individualisation maximale et nous sommes parfois incapables de saisir l'écrivain dans ces lignes-là que nos amis historiens purs nous amènent à reconsidérer un peu autrement. C'est un peu schématique ce que je dis, mais il me semble que vraiment la question des perspectives d'ensemble ne sont pas les mêmes. Je voudrais juste, puisque je parle, ajouter une petite chose en me souvenant de la question esprit d'escalier de Marcella tout à l'heure, à propos des collections. Est-ce qu'il y a une politique de programme, etc. Il n'y a qu'un dictionnaire d'auteur qui ne concerne pas un écrivain dans les deux collections concurrentes en France, Classique Garnier et Champion, c'est Richelieu. Sinon, on n'a que des écrivains. Mais, quels écrivains? Depuis 10 ans, quasiment que des écrivains du XXe siècle ou du XXIe. Au début, ça a commencé avec le 18e, 3 sur le 18e chez Champion, puis Stendhal, un 19e, puis Proust, en 2 volumes, 1200 pages à peu près. Et puis après, on a inclus, je crois, Ronsard, on est revenu un peu, mais il n'y a personne du XVIIe siècle. Il y a eu un Molière chez Classique Garnier, qui a été publié dans une autre collection qui s'appelait la collection jaune, je crois, et puis qui ensuite a été recyclé dans la collection des dictionnaires. Et j'ajoute que ce ne sont pas des collections, les deux, de dictionnaires d'écrivains. Ce sont des collections de dictionnaires tout court, et les dictionnaires d'auteurs forment moins de la moitié des deux collections à chaque fois. Donc, il n'y a même pas un effet de série, en fait. On peut avoir un dictionnaire sur du dandysme à côté d'un dictionnaire sur Breton. Voilà. Donc, en fait, il n'y a aucune politique de programme, il y a simplement un senti du directeur ou de la directrice. Maintenant, Classique Garnier, ils sont 4, c'est un collège. Catherine, j'ai vu que votre nom était Catherine Maillot. Oui. J'ai vu que votre nom figurait encore dans la page chez Champion des directeurs scientifiques de la collection Dictionnaires et références, à côté de celui de Claude. Ah, je ne sais pas si c'est une réalité collégiale ou s'il y a une succession ou comment ce nom se Alors, trouve là. écoutez, je ne sais pas, vous me rassurez presque, mais je pense que ça date, enfin, euh, en fait, à un moment donné, donc, parce que moi j'ai beaucoup travaillé chez Champion, j'étais un peu l'adjointe de Jean Pruvot pendant quelques années, et puis j'ai pris un peu de recul, mais je garde la direction directe de 2 collections pour lesquelles j'ai même des co-directeurs. Pour Poétique et Esthétique, c'est Olivier Belin, donc plutôt la littérature 20e, 21e siècle. Et puis Route de la Soie, c'est avec, son nom m'échappe tout de suite là, mais ça reviendra, Béatrice Didier, pour des ouvrages qui sont liés, disons, de près ou de loin à l'Extrême-Orient. Mais la collection dictionnaire, en fait, à l'époque où je travaillais directement, enfin plus étroitement avec Jean,
à partir du moment où on avait une proposition, on pouvait la faire dans cette collection. Donc, il y avait pas, je ne sais pas, Claude, j'ai pas compris à quel moment tout ça s'est formalisé chez Champion. Mais à partir du moment où on apportait quelqu'un qui voulait faire un dictionnaire, on entrait dans la direction de la collection. Et à un moment donné, il m'a semblé, il faudrait que je reprenne de vieux livres, mais que nous étions plusieurs. Il y avait Jean, il y avait, je sais pas, Alain Schaffner, enfin bon, que nous étions plusieurs à diriger cette collection au fur et à mesure des apports. Et vous évoquez le dictionnaire Ronsard, et je me souviens très bien de m'être occupée du dictionnaire Ronsard, qui n'est pas de ma spécialité, mais qu'un collègue parfaitement spécialiste et autorisé a mené à bien. Donc voilà, donc j'ai pas fait attention si mon nom figurait encore, c'est pas très important pour moi, mais je pense qu'il y a eu un peu de flou là dans la manière dont tout ça a évolué, ou en tout cas dans mon esprit. Voilà. Est-ce que Claude, Hmm. je dis vrai ou je ne sais pas, mais c'est pas très important hein, pour moi. Donc, mais ça rend, effectivement, ce que disait Pierre-Marie est très juste. On sent c'est un peu hétéroclite, hein, comme on sent, mais c'est lié à la liberté et à l'initiative laissée aux responsables scientifiques et aux circonstances, aux occasions, aux situations dans lesquelles on se trouve. D'où cette impression un peu d'hétéroclite. Euh, Beaucoup de dictionnaires sont liés à la personnalité, ou à l'envie de tel ou tel directeur ou de tel ou tel éditeur. Et ça donne cette impression un peu hétéroclite, tu as raison, hein, avec une importance très grande donnée au théâtre, hein, parce que c'est Jean-Yves Guérin qui a longtemps dirigé cela et que c'est un domaine qu'il apprécie tout particulièrement. Donc, l'avantage, c'est la liberté, l'inconvénient, c'est peut-être une épine dorsale un peu moins solide que l'on voudrait peut-être parfois. Mm. Et j'ajoute, parce qu'un souvenir me revient, mais je crois bien que j'ai une collègue aussi qui a réalisé un dictionnaire sur Auguste dans cette collection. Et là, alors tout ça tient aussi au fait que Jean est très large d'esprit et fait confiance à ses collaborateurs. Et alors, cela dit, Auguste, j'avais eu un peu de mal parce que l'Antiquité, alors à laquelle personnellement je suis très sensible par ma formation, parce que j'ai passé une agrégation de lettres classiques, et Jean n'y est pas du tout sensible et la Maison Champion n'a pas de collection tournée vers l'Antiquité. Donc ça a été un peu voilà, une belle danseuse qu'on a introduite. Et le dictionnaire est assez drôle en fait, hein. C'est un dictionnaire assez drôle sur Auguste. Alors, je voudrais juste ajouter quelque chose concernant l'axe du séminaire, c'est patrimoine. Euh, Au fond, ces collections qui se développent de manière assez empirique, sans plan, sans programme, sans didactisme, mais il ne faut pas croire non plus que les grandes célébrations nationales en France, très patrimoniales, aient plus de rigueur et de raison, hein. C'est aussi, il y a toujours de la subjectivité, etc. Donc, au fond, ces grandes collections euh, relèvent peut-être plus d'une forme de mode que d'une véritable démarche patrimoniale accrochée, par exemple, à celle d'institutions qui avancent autour des musées en particulier, leurs pions en fonction de leur propre collection de manière peut-être plus méthodique ou rigoureuse, sans échapper non plus au vent des modes. Enfin, si on voulait parler en termes de patrimoine, on ne pourrait qu'être scandalisé de voir que le XVIe siècle n'existe quasiment pas, qu'avant le XVIe siècle, il n'y a pas de dictionnaire. Moi, j'ai cité Ronsard et j'ai cité Montaigne, mais le XVIIe est absent, le XVIIIe a été présent, hein, et maintenant, on a, on a peu d'écrivains intellectuels comme Barthes. On a Tournier, Duras, Coltès, Yourcenar, Mauriac, enfin tout un ensemble d'écrivains du XXe siècle majoritairement, et pour le XIXe dans les deux collections. Donc il y a quelque chose qui est très déformant. Et c'est partie donc aussi de la manière dont une époque euh, reçoit, s'intéresse. Donc finalement, il faut qu'il y ait du désir là-dedans. Quels seront les lecteurs? Même si on dit que les lecteurs sont a priori comment dire, le public captif des bibliothèques universitaires, ce sont des tirages à 400 exemplaires, hein, donc il y a 84 universités, plus d'autres institutions en France qui accueillent, qui commandent, puis un peu à l'international. Et il faut eux-mêmes se poser cette question. Et personnellement, quel est mon usage des autres dictionnaires? C'était une question qu'on peut se poser, nous, comme universitaires. Eh bien, je suis spécialiste de Genève, j'ai lu tout le dictionnaire Genève, mais je ne peux pas dire que j'y trouve mon compte toujours comme chercheur.
il y a aussi un certain étiage, en fait, un certain niveau de profondeur et de superficialité qu'on est obligé de tenir, un niveau qui est intermédiaire, disons parfois, même si on vise à donner une sorte d'encyclopédie d'un état du savoir sur un auteur au moment donné. C'est intéressant ce que vous évoquez par rapport à la constitution justement de la collection du point de vue de la maison d'édition, enfin, ou de la collection à l'échelle plus large, mais aussi ce que tu évoques, Pierre-Marie, sur les autres collections. Et donc, je me demandais si, enfin, est-ce qu'il y avait une manière claire, peut-être toi, Claude, dans ta tête, de se positionner vis-à-vis d'autres collections de dictionnaires d'écrivains, vu que tu as déjà évoqué le fait que tu tâchais de publier des volumes qui n'existaient pas dans d'autres collections, mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux de positionnement par rapport à ces autres collections? Non, pas vraiment. Enfin, bien sûr, je consulte les autres collections ben, parce que ça m'intéresse et puis pour savoir ce qui a été fait et pour ne pas le refaire. Hein. Faire deux dictionnaires Malraux, bon, même s'ils sont d'esprits très différents, c'est toujours périlleux de faire deux dictionnaires sur le même auteur. Donc, il y a ce côté pratique qui consiste à savoir ce que font les autres pour n'avoir pas à le refaire soi-même. Donc, voilà, je les consulte, mais c'est par intérêt personnel et pour ces raisons tout à fait pratiques. Je reviens sur ce que disait Pierre-Marie. Je ne crois pas que ce soit lié à la mode. Le mot mode est péjoratif, mais à l'esprit du temps, oui. Il y a une survalorisation du XXe siècle et du XXIe siècle. Actuellement, on le voit bien chez nos étudiants, chez nos collègues. La première moitié du XXe siècle a quasiment disparu. Hein. Des thèses, des postes. Regardez quels sont les postes mis au concours en France. Hein. Ils portent très très peu sur la première moitié du XXe siècle. C'est le contemporain, une ivresse du contemporain mais je ne dirais pas une mode, hein, je dirais plutôt un état d'esprit que je trouve d'ailleurs excessif. Hein. Il ne faut pas oublier les siècles passés. Et s'il y a des trous comme ça, comme tu l'as bien noté, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, c'est lié à la personnalité des directeurs scientifiques et à leur autonomie. Et donc, ça donne à l'arrivée ces ellipses, on dira, hein, et cet hétéroclite, qui effectivement pourrait être corrigé. Mais c'est tellement long de faire un dictionnaire que ça supposerait une pensée sur 30 ans, en quelque sorte. C'est beaucoup. Hein. Quand on pense au temps qu'il faut pour faire un seul dictionnaire, il faudrait penser quelque chose sur des décennies entières. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Alors, je suis assez de votre avis à tous les deux, même si, bon, moi je me demande, même si c'est péjoratif, je me demande quand même s'il n'y a pas un petit effet de mode de vouloir faire des dictionnaires et de valoriser son auteur par un dictionnaire. Hein. Saint John Perse, c'est un auteur qui manque un peu de visibilité à notre goût dans le XXe siècle, enfin XXe, XXIe siècle, qui est un petit peu oublié. Et donc, le dictionnaire, comme toutes sortes de manifestations que nous essayons de faire, c'était aussi une manière de le remettre un peu au centre de la cour. En revanche, je trouve que l'exercice du dictionnaire, en tout cas tel que nous l'avons conçu, et j'espère qu'il ne vieillit pas trop vite, mais il y a quand même un effet de patrimonialisation dans tout ce qui a été découvert sur lui, tout ce qu'il a un peu caché, un peu bon, et donc il y a quand même toute une exploration d'archives. Il y a eu des travaux vraiment nourris et importants qui ont été faits pendant donc les 40 ans qui ont précédé le dictionnaire, et là nous arrivons à 50 ans en 2025. Et je pense qu'il y a quand même eu un effet de patrimonialisation de ce qu'il était, de ce qu'il avait apporté, de ce que nous avions, nous aussi, chercheurs, apporté, trouvé, établi, etc. Donc il y a une dimension métacritique aussi dans le dictionnaire et je pense que, bon, en tout cas, ça a intéressé la communauté des chercheurs. Et je pense aussi, au-delà des historiens, de l'histoire des relations internationales, de l'histoire diplomatique, etc. Voilà. Oui, pardon, chez Cocteau, le mot mode n'est pas péjoratif, c'est l'extrême pointe de l'actualité. Et puis il parle des modes profondes, c'est aussi le zeitgeist, hein, c'est l'esprit du temps. Je pense que, comme Claude, on pourrait être bien d'accord là-dessus. Et certainement, la Pléiade, d'un côté, et avoir un dictionnaire par auteur sont deux signes distinctifs de bonne, non pas patrimonialisation, parce que je ne suis pas sûr que ils instituent l'entrée dans le patrimoine, mais peut-être de perpétuation d'une existence ou d'un patrimoine où on peut bouger de place un peu à l'intérieur du patrimoine. Ils n'ont pas attendu les dictionnaires pour être dans notre patrimoine, évidemment.
Je pense que certains auteurs, c'est un bon pari de Jean-Yves Guérin, certains auteurs qui vivent euh, pour le théâtre, qui vivent de faire l'objet de mise en scène régulière de leurs pièces, ont peut-être plus de chances que d'autres. Je pense que c'était un mauvais coup de mettre Giraudoux dans la série des dictionnaires champions. Giraudoux est complètement, n'est plus lu maintenant. Quasiment, c'était pas un très bon coup de mettre Audiberti, mais alors les dictionnaires Genet, Ionesco, Beckett vivent encore du fait que c'est du théâtre vivant. Par ce biais-là, on pourrait même imaginer aussi d'avoir des cinéastes, mais il n'y en a pas dans ces collections. Ça reste très. Alors même que nous avons, nous, dans nos milieux académiques, une formidable évolution, on appelle ça les extensions hein, du sens de la littérature, de notre approche du littéraire à l'intérieur ou à l'intersection de différents arts, et qu'on on imagine que l'écrivain, d'ailleurs, tous les écrivains de ces collections sont des polygraphes, sauf Saint John Perse peut-être, mais qui est poète, pur poète, ou peut-être plus poète que, Alors, je pense qu'il écrivait des rapports diplomatiques quand même. oui, 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 c'est ça. Mais Richelieu aussi, c'est peut-être pour ça. Mais bon, il n'était pas ni cinéaste, ni auteur de pièces, etc. Et donc, voilà, cette dimension, la littérature existe en dehors du livre, d'une certaine manière, cette manière de désamarrer les deux, c'est pour nous un fait acquis pour la littérature contemporaine. Et ça ne l'est pas forcément dans la sélection des auteurs, ou alors ça l'est, mais peut-être pas au même degré que ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. Et c'est peut-être dommageable pour les auteurs qui sont peut-être plus purement écrivains que d'autres, ou qui ne sont pas comme pour Barthes quand même. Alors Barthes a fait partie pour nous, évidemment, de nos belles années de formation. On a sucé le lait de Barthes à la mamelle quand on a fait nos classes à l'université, donc on est encore dedans. Mais les étudiants ne viennent plus avec Barthes à la bouche, il faut les leur apprendre, leur enseigner maintenant. Et déjà, les choses peuvent changer un petit peu. Cocteau survit bien mieux que Giraudoux, qui le déclassait au milieu du XXe siècle. Donc, tant mieux pour Cocteau. Mais parce que Cocteau, artiste multimédial, correspond pleinement à l'esprit d'aujourd'hui aussi, à la manière de concevoir l'art et les artistes aujourd'hui. Euh, Olivier Sécardin, dans le chat, posait une question à Catherine, mais peut-être Olivier, vous pouvez la formuler à l'oral. Vous êtes toujours là, Olivier? Euh, que je ne vois plus. C'est possible? Si, il est là. Il est dans le bus, donc c'est pour ça Oui, enfin, qu'il son a micro. rédigé, je pense. Ah, d'accord. Bon, je lis la question, alors ce sera peut-être plus simple. Donc, Catherine Maillot, si je peux me permettre une question sur la conception du dictionnaire perse, pourquoi avoir choisi de tenir les contributeurs dans l'ignorance relative les uns des autres ou dans l'ignorance des entrées sélectionnées? Faire dialoguer les entrées entre elles n'était donc pas un objectif premier. Voilà. C'est au moment de la distribution. C'est au moment de la distribution où on n'a pas divulgué qui avait quoi, etc. Mais il est arrivé un moment où tout le monde le savait. Mais c'est au moment des choix, des arbitrages à faire entre qui ferait anabase ou éloge, ou etc., où on n'a pas tout de suite diffusé pour qu'il n'y ait pas de troc, de marché ou je ne sais quoi qu'on ne maîtriserait plus. Voilà. Donc, mais ensuite, évidemment, il y a eu des échanges, il y a eu voilà, tout ça a été ouvert. Ok. Moi, j'aurais une question un peu générale d'avis pour les trois intervenants et qui est une double question, qui ne sont peut-être pas toutes les deux au même niveau. Il y a des choses qui ont été dites dans ce que vous avez formulé enfin, qui touchent à la première des deux questions. La première de ces deux questions, c'est de savoir, bon, les dictionnaires arrivent forcément, font date dans l'histoire de la critique relative à un auteur. Quoi qu'il arrive, c'est une sorte de synthèse, même s'il y a ponctuellement des aboutissements un peu plus, des choses nouvelles, comme ça peut arriver. Mais est-ce qu'il n'y a pas, et est-ce que vous avez pu observer, tu disais, Catherine, voilà, pour Saint John Perse, c'est une manière de le remettre un petit peu au milieu de la cour. Euh, Est-ce que dans ce qui a pu être observé, dans ce que vous pouvez constater, quel effet au fond ça peut avoir? Parce que le côté synthétique, un peu globalisant, peut avoir aussi une vertu intimidante, consistant à dire, bon, tout a été dit maintenant, on peut faire la synthèse,
voici le tout du savoir sur un auteur, ou est-ce qu'au contraire, ça crée une sorte de bassin d'acclimatation où, à partir duquel de nouvelles recherches peuvent naître parce que à un endroit est concentré, je dirais, l'essentiel ou l'essence de la critique qui a été accumulée pendant des décennies parfois sur un auteur ou une autrice. Peut-être que comme ma deuxième question est un peu différente, je vais me contenter de ça pour l'instant, mais la question s'adresse aux trois parce que forcément, vous avez des regards un peu différents sur la question. J'espère que la question était claire. Est-ce qu'elle l'était, Catherine? Oui, alors pour moi, elle est claire. Je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre, mais je vais quand même prendre un exemple, une chose concrète, te dire une chose concrète, c'est que donc le dictionnaire est paru en 2019 et l'année dernière, 2025, c'était donc une année commémorative pour Saint John Perse, les 50 ans de sa mort. Et avec Henriette, donc toujours complices l'une avec l'autre, nous avons décidé donc en amont, c'est-à-dire que ça nous ramène à 2023 peut-être, de façon à ce que le livre sorte en 2025 à la bonne date, nous avons décidé de relancer un collectif sur Saint John Perse. Et cette fois, on a choisi, je dirais presque un peu le contre-pied de ce que nous avions fait dans le dictionnaire, puisque le dictionnaire, jouant de l'interaction ou de la juxtaposition entre le poète et le diplomate, donc une vie publique et une vie de poète, voire aussi une vie privée, nous avons choisi pour le collectif, donc, qui est paru chez Champion, mais qui n'est pas un dictionnaire, hein, entendons-nous bien, donc pour le collectif, de mettre l'accent sur le poète. On l'a intitulé Priorité à la poésie. C'est-à-dire que une fois que cette sorte de somme qui donnait une forme de cohérence à ce personnage, qui mettait en regard, je ne sais pas, un poème comme Amitié du prince ou Anabase, où on a un peu des principes de gouvernement qui sont affichés, et puis en même temps le diplomate à ce moment-là qui est à son travail, qui est meneur d'hommes et qui surveille l'évolution du monde. Et donc, on avait beaucoup mis cela en balance dans le dictionnaire. Et en fait, dans le livre, on a au contraire refusé d'emblée, enfin, on a considéré ne prendrait pas en considération le diplomate et l'homme privé, enfin l'homme professionnel, mais qu'on accentuerait le poète, qu'on remettrait un peu plus en valeur le poète. Donc, on a donné un petit coup de barre, là, on est allé dans une autre direction pour remettre en valeur la figure du poète et son œuvre. Voilà, donc dans un collectif. Donc, je pense qu'un dictionnaire n'est pas une clôture, hein. Au contraire, il peut donner, c'est comme les chronologies aussi sur Claudel. On a eu une chronologie absolument folle au jour le jour de son séjour au Japon. C'est très, très ennuyeux à lire, mais ça a donné lieu à des masses de découvertes des uns et des autres qui sont partis dans toutes sortes d'autres directions et donc de nouvelles recherches. Voilà, donc c'est pas une clôture, hein. Claude ou Marie? Oui, enfin, vas-y, Claude, et puis je parlerai après. Merci. C'est très difficile de savoir quel est l'usage et la réception d'un dictionnaire, hein, parce on a que des expériences limitées. On a sa propre expérience, ou il y a les expériences de ceux qui nous en ont parlé, hein. Alors, moi, ma propre expérience d'un dictionnaire, c'est souvent très universitaire, même si je suis à la retraite, c'est pour la préparation d'un cours. Quand un auteur tombe en agrégation, par exemple, eh bien, je consulte systématiquement le dictionnaire quand il existe, bien évidemment, et je l'utilise comme une aide à préparer mon propre travail. Et souvent, alors, quand c'est bien fait, ben, c'est utile. Quand c'est moins bien fait, quand c'est trop descriptif, eh bien, c'est moins utile. Maintenant, quelle expérience est-ce que j'ai des dictionnaires que j'ai pu diriger ou rédiger? Par exemple, une collègue est en train d'écrire un ouvrage sur Barthes, sans être une spécialiste de Barthes, même si elle connaît bien l'ouvrage, je ne donne pas son nom, peu importe, hein, et elle m'a dit que le dictionnaire lui était très utile, parce que ça lui avait vraiment permis de cadrer et de répondre à toutes sortes de questions qui lui permettent d'aller plus loin. Parce qu'un dictionnaire, comme le disait Catherine Maillot, hein, c'est un point de départ, hein. Tout n'est pas dit, mais parfois, quand il est porté par un esprit de synthèse très fort, il stimule et il aide à la rédaction d'un livre ou à la préparation d'un cours. Mais bon, je suis un peu démuni pour vous dire comment on reçoit un dictionnaire. Il faudrait faire une analyse et elle est très difficile à faire. Oui, d'autant que c'est une mode, enfin une mode, ou pas une mode, mais quelque chose, c'est un phénomène récent, donc c'est difficile d'avoir du recul quant à l'impact que ça a sur les orientations de la critique.
Pour moi, c'est pour faire un cours, c'est parfait, ça aide, ça fait gagner beaucoup de temps. Et une remarque qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant à propos de patrimonialisation ou pas, et le cas de Saint John Perse. Un dictionnaire utilise des auteurs, enfin, travaille sur des auteurs consacrés, mais à promouvoir en même temps. Et c'est cette dimension-là que je découvre. Parce que Cocteau a été au purgatoire pendant longtemps, hein, et il ressort du purgatoire. Et ce dictionnaire participera à cet effort de résurrection, j'ai envie de dire, de Cocteau. Saint John Perse est un auteur illustre, hein, il prix Nobel, et il n'est pas oublié, il est diffusé en librairie, on trouve ses livres facilement, mais il est moins sur le devant de la scène que d'autres poètes qui étaient ses contemporains. Et donc, vous étiez aussi entre les deux, entre un auteur établi et à promouvoir. Je trouve que c'est intéressant. Et dans le cas de Barthes, moi j'ai envie de dire que tout le monde lit Barthes, hein. Bien sûr que non, tu as raison Pierre-Marie, hein. Nos étudiants ne lisent pas Barthes, mais ils ne lisent pas non plus grand-chose d'autre, hein. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc, c'est un aboutissement et en même temps, c'est un point de départ qui sera utile à des étudiants qui nous feront le plaisir de continuer à lire Barthes, Cocteau ou Saint-John Perse. Donc, je découvre en écoutant ce séminaire, hein, qu'un dictionnaire est à la fois un objet de consécration, enfin, utilise des auteurs consacrés, mais c'est aussi un outil qui essaie de faire durer cette consécration, en prenant la conscience de la fragilité aussi des succès. Moi, je suis un très grand Géraldusien, hein. Moi, je m'en remets pas, hein, d'être Giraudoux. Je trouve que c'est surtout ces romans qui sont une merveille. Bon, et bien, ce dictionnaire-là évite peut-être que Giraudoux ne soit complètement oublié. C'est vrai que c'est un auteur que plus personne ne lit, hein, et surtout pas espérons que ce dictionnaire leur donnera non pas mauvaise conscience, mais un outil pour leur montrer qu'il y a beaucoup à lire et beaucoup à rire en lisant du Giraudoux, comme du Saint-Jean-Perse ou du Barthes. Voilà. Donc je revenais un petit peu en arrière, hein, David, par rapport à ta question. Alors, pour dire aussi quelques petites choses sur cette question, je dirais que les phénomènes des dictionnaires d'auteurs, ce phénomène-là est à peu près contemporain de la disparition de la grande thèse de doctorat d'État sans limite de temps que nous avons connue en France. Je ne sais pas si c'est un phénomène spécifiquement français, mais euh, la collection Champion commence à la fin des années 90. Moi, j'ai été inscrit en 92. Je fais ma thèse, c'est déjà une thèse en 3 ans, maximum 6, 8 ans. Maintenant, c'est plafonné strictement à 6 ans, 3 ans de rallonge et puis 3 ans théorique. Un Robert Mozy, l'idée de bonheur au XVIIIe siècle, qui a mis 20 ans à faire sa thèse, si vous voulez, là, c'était un travail de référence qui durait longtemps. Michel Descodins sur Apollinaire, Claude Leroy sur Blaise Cendrars, Henri Godard sur Céline, c'est des travaux qui ont marqué durablement toute une génération de lecteurs. Ça bouge ensuite, mais ça s'impose. Parce que nous avons changé de régime. Nous ne sommes plus aujourd'hui, Alain Vaillant le faisait très bien remarquer en commentant un peu son travail pour le dictionnaire Rimbaud pas dans les actes de la journée d'études à l'école normale supérieure, hein, qui ont été publiés dans la RHLF il y a 3 ans. Il le faisait très bien remarquer. Aujourd'hui, plus personne n'est capable de produire la grande monographie qui va imprimer une vision d'un auteur sur une décennie ou 2 décennies. Et c'est pas mal. Parce qu'avec ces micro-lecteurs qui ne savent entrer chez Barthes ou chez Cocteau, etc., que par un tout petit bout de la lorgnette, et qui font partie du bataillon des rédacteurs. Nous avons aussi l'avantage que quand on faisait une grande thèse, on essayait de tout fouiller, mais on est subjectif, mais on ne connaît pas tout, et donc tout n'était pas au même niveau de lumière. Alors que dans ces dictionnaires-là, c'est mosaïque, c'est pluriel, il y a du bon et du moins bon, mais chaque spécialiste ou micro-spécialiste est capable de donner à un sujet l'intérêt et le niveau d'information et de compétence qu'il mérite. Pour nous, c'est très important parce que aucun littéraire ne serait capable de parler correctement de la peinture ou du dessin ou des sculptures ou des horloges ou des fresques de Cocteau, par exemple. Donc, nous avons vitalement besoin de cela et je pense que la qualité globale du dictionnaire va faire. Mais j'ajoute que, Alain Vaillant le disait pour le dictionnaire Rimbaud, le rythme, et Claude, le rythme d'un dictionnaire, on met 5, 6 ans entre la conception et la sortie, est un rythme apparemment bref, ce n'est pas non plus 100 ans, mais beaucoup trop long.
par rapport au rythme des publications scientifiques pour certains auteurs. Chez Rimbaud, il se publie 3 articles nouveaux tous les mois. Et donc, vous êtes en train de corriger les épreuves que déjà vous avez des nouveaux articles. Et donc, non, aucun dictionnaire ne peut être, par rapport à l'actualité de la recherche scientifique, complètement au niveau. Mais néanmoins, par sa structure, sa cohérence souple, c'est poreux, c'est comme un jeu de cartes, il y a de mobilité, enfin, ça correspond à un esprit du temps, une approche d'aujourd'hui. Et c'est important aussi parce que la rencontre avec le lecteur se joue aussi de cette manière-là. Donc, je crois qu'un dictionnaire a de bonnes chances de ne pas rester quand même complètement immobile sur un rayon de bibliothèque, notamment quand on a des travaux à faire ou quand on veut soi-même consulter pour un article. J'aurais maintenant une question, et peut-être avant, je l'annonce maintenant pour celles et ceux qui souhaiteraient en poser, c'est qu'on va à un moment ouvrir vers le public. Olivier a formulé une question, mais n'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions dans la foulée à aiguiser vos armes. Mais donc, c'est plutôt une question de sociologie liée pas seulement les directeurs et directrices, mais principalement, un peu moins les contributeurs peut-être, mais dans quelle mesure le fait de se voir confier la réalisation d'un ouvrage qui est quand même destiné à être utilisé par à peu près n'importe qui s'intéresserait, au moins dans le cadre académique, à un auteur, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet, on va dire, vous le reformulerez comme vous voulez, mais de consécration aussi pour les personnes qui réalisent le dictionnaire, puisque c'est signifié via un gros volume, qu'au fond, ils sont au sommet de la pyramide alimentaire de la spécialisation sur cet auteur, en quelque sorte. Euh, Est-ce que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait des Pléiades ici ou qui y ont contribué, mais dans quelle mesure est-ce que ça pourrait être comparable à la direction de l'édition en Pléiade des œuvres complètes ou partielles d'un auteur? Voilà, enfin, vous voyez un petit peu le sens de ma question, comment vous voyez les choses. Et question subsidiaire, et là, purement factuelle a priori, euh, je serais intéressé de voir quelle est la, je dirais, pour le dire assez platement, la tranche d'âge des personnes qui ont été contactées, parce que j'imagine plus difficilement, plus exceptionnellement, qu'on confie ce type d'ouvrage à des gens en début de carrière, par exemple. Voilà. Je peux peut-être commencer par répondre, David. Alors, tu parles des contributeurs ou des éditeurs? En première instance, les éditeurs, évidemment. Généralement, les éditeurs ont un peu de bouteille, ont l'habitude d'avoir travaillé sur l'auteur, hein. Je pense que on dirige rarement un dictionnaire à 25 ans ou même à 30 ans, hein. Je pense qu'on attend un peu d'être installé. Bon, maintenant, est-ce que ça nous donne, est-ce que ça contribue à un prestige? J'en sais rien. Je dirais que dans la hiérarchie des prestiges, le Pléiade serait au sommet pour moi, hein. La direction d'un Pléiade, ce serait le sommet. Bon, les dictionnaires, c'est comme vous savez, dans la hiérarchie de l'État, il y a le président de la République, et puis il y a je ne sais plus très bien quel est si Le c'est Premier ministre. le ministre, le président du Sénat. Alors, je ne sais pas où serait le dictionnaire, il serait assez bien placé dans la tribune d'honneur, c'est pour le 14 juillet, mais pas au même niveau que le rédacteur de la Pléiade. Pour ce qui est du dictionnaire PART, là que j'ai dirigé, j'ai eu le désir très fort de faire participer de jeunes chercheurs, hein, des doctorants même, hein. Il y a même un contributeur qui avait simplement fait un mémoire de master, un excellent mémoire de master, hein. Donc c'est rare, mais c'est le cas. Donc laisser la place aux jeunes chercheurs, ça c'est très important, hein, je trouve. Et je ne l'ai pas dit puisqu'on parle de patrimoine national ou international, faire la place à des chercheurs étrangers. Un quart des contributeurs n'ont pas la nationalité, et ne sont même pas francophones, je veux dire, hein. Donc, pour moi, Belge et Suisse, il n'y a pas de grande différence, hein, c'est le même monde culturel. Mais je pense aussi à des rédacteurs dont la langue n'est pas le français. La langue de rédaction, la langue maternelle n'est pas le français. Donc, je dirais que si le directeur, c'est quelqu'un qui fait confiance par son expérience, les contributeurs peuvent être des gens de tous âges, hein, bien évidemment. Je crois qu'il faut faire une place, et c'est ce à quoi je tenais. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour Cocteau ou pour Saint-Jean-de-Perse, mais je pense qu'il doit y avoir toute une pyramide d'âge assez diverse.
Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que dit Claude. Évidemment, il faut un peu de bouteille et peut-être avoir l'habitude du travail collectif, surtout des ouvrages collectifs dont on connaît quand même les difficultés. Et effectivement, il faut quand même bien connaître l'auteur et puis le milieu critique. Nous aussi, pour Saint John Perse, nous avons contacté de jeunes chercheurs, même qui avaient peu publié sur Saint John Perse, mais qui apportaient une touche toute particulière, des doctorants en particulier. Voilà, mais alors, c'est difficile hein, d'imaginer, enfin, de se représenter si un dictionnaire donne une aura particulière. Alors, je suis comme Claude, je pense que faire un Pléiade, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup, enfin, il faut encore plus de scrupules, ça représente plus de difficultés. Moi, j'ai participé au Pléiade Claudel, donc, qui était dirigé par Michel Autran et Didier Alexandre. Ça a été aussi un travail de très longue haleine et l'établissement du texte, la vérification des variantes, enfin, ça pose des problèmes techniques qui sont, à mon avis, plus lourds qu'un dictionnaire. À côté, un dictionnaire, c'est un petit peu amusant à réaliser. Mais là, je dirais qu'on était quand même comme des poissons dans l'eau avec Saint John Perse, Henriette et moi, et tous les collaborateurs qui ont participé à cette aventure. Je pense à Philippe Levillain, qui est l'époux d'Henriette, qui n'est malheureusement plus de ce monde, mais qui avait fait un dictionnaire de la papauté. Ça me paraît là un travail infiniment plus compliqué, lourd et qui mérite là pour le coup une reconnaissance enfin, tout à fait appuyée, tout à fait qu'il a eu Éternel. et avec raison. Donc je pense qu'il faut garder une échelle, peut-être c'est pas non plus enfin, moi, ma thèse, alors j'ai eu la chance de pouvoir faire encore une thèse d'État en 10 ans, etc. Ça m'a paru quand même beaucoup plus compliqué de mener cela que de faire un dictionnaire. Un dictionnaire, il reste un petit côté ludique, je trouve, et puis social, communautaire, etc., qui est joyeux quand même, hein, même si, bon, il faut arriver à terme. On a eu la chance aussi, alors nous l'avons financé, mais d'avoir une relectrice qui a pointé les moindres incohérences, qui a vérifié les pages, les citations, etc. Bon, euh, pour que l'objet soit non pas parfait, mais le plus proche de la perfection. Mais donc je pense que la légitimité, elle était acquise auparavant par nos travaux et que nous avons eu des collaborateurs qui sont tout aussi légitimes et reconnus sur nos sujets, sur nos objets d'étude. Voilà. Pierre-Marie? Pour moi, je dirais que oui, bien sûr, il y a un signe d'estime intellectuelle et de reconnaissance d'une forme de compétence de la part d'un directeur de collection quand il vient vous solliciter. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on en sera capable? Avec Cocteau, évidemment, Cocteau, par toutes ses facettes artistiques, déborde complètement mes compétences de littéraire. Euh, René Girard et la loi mimétique du désir, j'imagine que euh, le signe adressé à l'extérieur, hors de la communauté scientifique et des rivaux, si je peux parler en termes de René Girard, est faible. Oui, bah, c'est quelqu'un de compétent et à qui on a confié la direction du dictionnaire, mais on se souviendra du, du titre du dictionnaire, de l'auteur à qui il est consacré, beaucoup plus que directeur. Euh, à l'intérieur de ce petit milieu restreint de spécialistes, je pense que la, la direction d'un dictionnaire peut faire l'objet aussi de jalousie, de choses comme ça. Encore une fois, je cite Alain Vaillant, on comprend bien qu'il y a quatre grandes clans d'interprétation dans les milieux rambaldiens et qu'il y a eu des matchs et des luttes de pouvoir pour faire asseoir certains types d'interprétations plutôt que d'autres. Donc, quand c'est Panier Crabe, certainement, faut pas être trop attaquable pour pouvoir un peu tenir la route. Pour moi, j'ai souhaité, quand Claude m'a parlé, m'adjoindre à un autre directeur parce que pour moi, c'est une activité amicale. Et je pense que la relation au savoir, à la pensée, c'est aussi une forme de compagnonnage avec un auteur, mais aussi avec d'autres. Je suis heureux on se, on se bouscule un peu. Lui d'abord parce qu'il est étranger, c'est très intéressant et important. C'est un Belge et moi je suis un Français. C'est quelqu'un qui parle le hollandais, l'allemand, l'italien et l'anglais.
Moi, je suis un franco-français, comme on n'en fait pas, je balbutie l'anglais et encore, voilà. Donc, il m'a ouvert des horizons, et moi, de mon côté, je lui apportais ce qu'on gagne en intention et qu'on perd en extension. Et je pense qu'il y a aussi un côté, oui, alors de reconnaissance, comme disait quelqu'un, tout le monde aime le pouvoir, après il faut juste le savoir et le gérer. Moi, j'ai pas eu l'impression de ça. On m'a approché dans les années 90 pour faire le pliage sur Marcel Jouandeau, à qui j'avais consacré une partie de ma thèse, Henri Godard, mon directeur de thèse, qui m'avait mis en contact avec le directeur de collection. On a eu quelques réunions de travail. Et puis au fond, j'avais pas le désir. J'étais venu, j'avais fini ce que j'avais à chercher et à vivre avec Jouandeau, avec ma thèse. Je fais un petit bouquin sur lui, mais enfin voilà, j'avais pas le désir. Et c'est quand même, il faut être un athlète, hein, faut durer. C'est un petit marathon. Et d'abord, il faut parler du modèle économique. On n'est pas payé, sauf si on arrive à bien s'en sortir. Ce que j'ai obtenu un peu de champion, non pas de Claude, mais tout simplement parce que j'ai obtenu un mécénat significatif pour le dictionnaire qui m'a permis d'honorer la demande des principaux rédacteurs, ceux qui font plus de 60 notices, mettons, et qui voulaient être un peu payés. Parce que sinon, que fait Champion? Champion, un éditeur savant, mais qui a peu de moyens, utilise ben, nos salaires. Nous sommes payés en mois de recherche par l'État pour travailler sur un objet qui va ensuite, bah, oui, apporter un petit peu de... On est content d'avoir fait ça. Et voilà, apporter un petit peu de reconnaissance. Voilà, il était assez compétent pour faire quelque chose, mais voilà, il faut quand même avoir du désir. Et la contrepartie financière n'est pas au rendez-vous, quoi, hein. Enfin, je ne veux pas terminer là-dessus. Donc voilà, tout ce Non, que je veux t'inquiète, dire, on va c'est que encore, oui, on va faire en sorte que ça ne s'achève pas là-dessus. Des oui, mais en considérations. général, mais il faut aussi du désir. Ok, oui, c'est bien, le désir, terminé là-dessus. Mais de toute façon, on ne termine pas là-dessus. Est-ce qu'il y a, parmi les personnes qui n'étaient ni moi ni Marcella, des gens qui souhaitent adresser l'une ou l'autre question à Pierre-Marie, Claude et Catherine, ou les trois ensemble, ou voilà. Oui, je reste dans le côté très trivial. Euh, Allez-y. euh, Pierre-Marie Héron a abordé. Euh, j'ai aucune idée quels sont les chiffres de tirage et de vente de ce genre de dictionnaire et en particulier, je serais intéressé de connaître ceux du Jean Genet, si c'est pas un secret industriel, évidemment. Je peux vous répondre sur je n'ai pas les chiffres de vente, sinon pour le dictionnaire Barthes. Le dictionnaire Barthes est sorti en septembre 2024. Il a été tiré à 220 exemplaires. Ces exemplaires ont tous été vendus en une année, ce qui est rapide. Ah oui. Extraordinaire, ouais. Exceptionnel. 120 exemplaires. Voilà, voilà, donc 220 écoulés en une année et à nouveau 220 exemplaires. Et si le second tirage se diffuse bien, il y aura, comme pour le dictionnaire Saint John Perse, une édition de poche. Et dans ces cas-là, on change de lecteur, plutôt on change d'acheteur, puisque les premiers acheteurs sont les bibliothèques, hein, les ouvrages sont très chers, et à partir du moment où on a un livre de poche, eh bien, on peut considérer que collègues, étudiants, curieux pourront l'acheter. Donc, oui, ce sont ça, pour l'instant, c'est 440 exemplaires. Ça paraît dérisoire d'une certaine manière, hein. Quand vous dites ça dans la rue aux gens que ça intéresse, ils ont vraiment l'impression que c'est rien. Bon, ce n'est pas rien, hein, 440 exemplaires. Euh, le dictionnaire Barthes coûte 98 euros, par exemple, hein. Il faut voir les choses comme ça. Donc, malheureusement, pour le Genet, je ne peux pas vous répondre. Non, non, mais merci beaucoup. C'était déjà tout à fait édifiant. Et oui, oui, bien sûr, des livres qui sont appelés à être consultés principalement en bibliothèque, je pense. Pour le Cocteau, par contrat, l'éditeur s'engage à un premier tirage à 500 exemplaires. Ah oui. Et tu l'expliques comment qu'ils mettent Cocteau à 500 et en première instance Barthes à 220? C'est lié au financement que tu as obtenu ou ils pensent en vendre beaucoup plus? Non, mais Je ne l'explique pas. oui, alors excusez-moi, mais je pense que, enfin, il me semble me souvenir, alors je peux me tromper, mais il me semble me souvenir que dans un contrat, on peut mentionner par exemple 600 exemplaires, mais en fait, il les édite, il les imprime par tranche de 200 ou 300, et puis il voit ce que ça donne dans Ouais, le commerce ensuite. Ça ne veut pas dire qu'ils sont imprimés tout de suite, hein, maintenant, d'accord. c'est plus facile.
Donc, Ouais. moi, je n'ai pas les chiffres pour le Saint John Perse, mais je sais que quand on nous a proposé, ça c'était quand même une heureuse surprise, quand on nous a proposé de le mettre donc en semi-poche, hein, la collection semi-poche, ça c'était une chance parce que l'édition brochée n'était pas épuisée. Donc, à mon avis, elle n'est toujours pas épuisée et je demanderai prochainement à Corentin Breton ce qu'il en est. Les poches semblent se vendre mieux. Il se trouve que les Antilles ont fait un colloque cet automne et donc Champion avait envoyé une pile de dictionnaires et aux Antilles, il s'est arraché le dictionnaire en version poche. Donc j'espère que les ventes sont meilleures. Je ne peux pas vous le garantir parce que Saint John Perse reste quand même un petit peu un auteur, peut-être pas confidentiel parce qu'il est connu, mais assez peu étudié à l'université. Et voilà, donc bon, il y a des aficionados, c'est sûr, qui sont pas nécessairement des universitaires, mais on ne vend pas si bien les ouvrages. Alors, quand on revient là aux questions de prestige et de légitimité, bon, ça donne un petit coup d'humilité quand on voit que finalement, bon, il n'est pas si bien vendu que cela. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, remarques, observations du côté du ceux qu'on va appeler le public? Peut-être préciser, alors dans mon cas, la question que je posais sur les éléments de prestige, c'est que ce que je voulais dire, c'était plutôt que ça s'adresse déjà surtout au milieu professionnel. Je pense que c'est Pierre-Marie qui faisait une incise dans une de ses réponses à ce sujet-là. Et au fond, ce que j'avais en tête, c'est que ça, à partir du moment où on signe un dictionnaire en tant que directeur ou directrice, c'est plutôt que ça vous pose en personne qui est l'une des références incontournables, puisqu'on a estimé qu'elle était en mesure de gérer la publication d'un ensemble comme probablement il n'y en a jamais eu auparavant en termes de quantité et d'effets de synthèse sur un auteur. Et je faisais le rapprochement avec la Pléiade à ce niveau-là, parce que je dirais spontanément, c'est le même type de personne, je pense, qu'on contacterait. Si Saint John Perse, je vais le formuler comme une espèce de fiction spéculative, ce qui peut être rigolo. Si aujourd'hui Gallimard décidait de publier ou de republier un volume Pléiade de Saint John Perse, qu'il faudrait donc annoter un peu autrement que l'auteur lui-même l'a fait avec sa propre œuvre, ben, il y a quand même de fortes chances pour que ce soit quelqu'un comme Catherine Maillot qui soit contacté. Tu vois ce que je veux dire? Alors Plus... oui, mais j'arrête tout de suite. C'est que ce projet avait été proposé à Gallimard il y a quelques années et il a échoué, malgré un contrat signé. Il a échoué. À l'époque, c'était la directrice de la fondation qui avait pris ce projet en main Ouais. parce que l'opposition, enfin, le désir de garder ce volume de la Pléiade en l'état, puisque c'est Saint John Perse lui-même qui l'a fait, donc Il y a un c'est côté un peu une sacré, œuvre en quoi. soi, voilà. Donc, non, et là, je pense que ce projet-là est mort et enterré. Hein. Oui, bon, bah, Voilà. probablement dès le Euh, départ par Saint voilà. John Perse qui a miné le terrain complètement. Oui, c'est ça. Et pour Gallimard, bon, il veut bien ajouter, il y a des textes qui ont été publiés, des poèmes qui ont été publiés après la mort de Saint John Perse, pour lequel il avait donné son aval, hein, c'est-à-dire il avait signé le BAT auprès de Gallimard. Donc ces textes-là ont été réintégrés dans une édition ultérieure, publiée à peu près 10 ans après le premier Pléiade. Mais je pense que ce projet-là ne verra jamais le jour parce qu'il y a trop d'attachement à cette version faite par le poète lui-même, voilà, qui a donné lieu d'ailleurs à toutes sortes d'études. Et dans le dictionnaire, il y a une entrée Pléiade, volume de la Pléiade, la fabrique du livre, etc. Voilà. Forcément. Est-ce qu'il y a encore éventuellement une dernière question? Quelqu'un qui ne se serait pas aventuré auparavant, mais qui aurait envie de le faire maintenant? J'ai encore une petite question, si vous permettez. Il existe des collections analogues à l'étranger? Non. On a souvent comparé ces collections de dictionnaires au Oxford Companion, Ouais. mais celui-ci ne comporte pas, le premier volume, c'était celui sur Shakespeare en 1991, ne comporte pas du tout d'axe auctorial. L'Oxford Companion, ce sont des recueils de textes critiques sur des auteurs
pas des dictionnaires associant, enfin, le, tout savoir sur tout, associant une forte composante ou plus ou moins forte composante biographique, etc. Et donc, c'est un peu une exception française, mais enfin, mais je n'ai pas non plus une vision assez large, même européenne et mondiale, pour pouvoir répondre. En tout cas, de ce que j'ai compris et lu, le stimulus a été du côté anglais, mais la réalisation a été très dissemblable. Et néanmoins, je le redis, nous n'avons pas affaire à des collections. Les deux collections qui durent en France, qui sont celles de Classique Garnier et de Champion, ne sont pas des collections de dictionnaires d'auteurs. Je crois que sur les 65 volumes chez Champion, il doit y avoir peut-être 26 titres en comprenant le Richelieu, donc ça fait quand même moins de la moitié. Et on est à 15 dictionnaires d'écrivains chez Classique Garnier sur 32 titres. Voilà. Ce ne sont pas des collections spécialisées. Donc même en France, ça ne prend pas. Ouais. euh, Ouais, il n'empêche que ça fait série, parce que c'est quand même des séries importantes, quoi, qui se manifestent, peut-être aussi biaisées pour nous, parce qu'on est des littéraires et que c'est ce qu'on oui. voit. On le voit, et puis parfois il y a aussi trois dictionnaires qui paraissent la même année, à peu près, il y a un peu des effets comme ça. On en met plusieurs sur le marché à la fois. Je ne sais pas pour l'étranger, mais il y a peut-être un goût particulier français pour les dictionnaires qui remonte, je ne sais pas, à la création de l'Académie française. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de dictionnaires de toutes sortes. Si vous voyez le succès, par exemple, des dictionnaires amoureux, qui sont alors d'une toute autre formule, mais personnellement, j'apprécie beaucoup. Ils sont très inégaux, hein, très irréguliers. Mais celui de Philippe Solers sur Venise, c'est un régal. Donc, il y a peut-être ce goût pour les dictionnaires en France et qui tient à notre amour un peu sévère pour la langue française. Là, je pense que c'est Jean qui pourrait euh, très, très bien parler de cela. Et Olivier Sécardin remarque que dans le domaine anglo-saxon, la mode des handbooks gêne sans doute la tentation des dictionnaires. Parce qu'en fait, c'est pas des écosystèmes éditoriaux équivalents. Et donc, comme un éditeur reste toujours quand même un marchand de livres, ils y réfléchissent à deux fois si le terrain est déjà potentiellement occupé à leurs yeux. Oui, merci effectivement Olivier pour ta remarque. Je sens que le dictionnaire prend bien en France euh, parce qu'il concilie deux attitudes différentes. D'un côté, c'est une sorte de fragmentation du savoir, un savoir qu'on ne peut plus maîtriser dans sa totalité, la somme, on n'est plus dans la somme théologique, si vous voulez. Le savoir est émietté, discontinu, et en même temps, puisqu'un dictionnaire est composé d'entrées, et en même temps, ce savoir a une ambition totalisante. Et rationnel, une prétention rationnelle. Et savoir qu'on ne peut pas tout dire en même temps, dire les choses de façon discontinue, mais en ayant quand même l'idée de totalité comme une sorte de fantasme. Euh, c'est pas étonnant qu'il y a eu pas mal de travaux universitaires sur le fantasme encyclopédique à notre époque. Alors, des encyclopédies qui ont comment dire, qui ne sont plus portées par le positivisme, mais qui sont quand même habitées par une nostalgie d'un savoir qui était entièrement maîtrisable. Et le dictionnaire, c'est ça. C'est un équilibre entre un savoir qui peut partir dans tous les sens et en même temps un savoir qui est centrifuge et centripète, si vous voulez, à la fois. Et d'autre part, il me semble que le dictionnaire, c'est aussi, alors même si les auteurs sont minoritaires, il y a quand même cette valorisation de la figure de l'auteur, et qui a été attaquée de nombreuses fois. Je trouve qu'il y a quand même cette résistance de l'auteur comme une sorte d'univers, et qui me paraît pour moi positif. Et troisième élément, alors je ne sais pas si le dictionnaire chante les louanges de l'éditeur, lui donne une aura, mais en tous les cas, il fait l'éloge de la spécialisation. Il faut que ce soit une spécialisation ouverte, et un spécialiste de Cocteau est forcément spécialiste de beaucoup de choses à la fois. Mais il est spécialiste de Cocteau ou de Saint-Jean-de-Perse quand c'est Saint-Jean-de-Perse ou de Barthes quand c'est de Barthes. Et on découvre que c'est important d'être un spécialiste. Moi, je l'ai découvert en dirigeant le dictionnaire Barthes, pas parce que ça nous donne une supériorité, mais ça nous donne un savoir pratique qui permet de chapeauter l'ensemble des entrées, de corriger éventuellement, de dire à un auteur, vous avez oublié ceci et vous avez raison d'apporter cela parce que c'est nouveau. On peut faire assez facilement l'état des lieux et ça, c'est très, très important. Donc, la spécialisation est souvent associée à une érudition un peu aveugle, un peu myope en tous les cas.
c'est important. Moi, je me rends compte que c'est important d'être un spécialiste et d'être autre chose à côté aussi, hein, d'être un spécialiste ouvert. Mais bon, ne rougissons pas d'être des spécialistes parce que c'est un savoir et le fait de mettre un dictionnaire en route, eh bien, a besoin de ce savoir, tout en Ça étant, pourrait bien sûr. J'allais dire, ça pourrait être le titre de l'entretien. Ne rougissons pas d'être des spécialistes. À la condition de garder les pieds sur terre et de savoir ouvrir sur autre chose, hein. Mais Hum. un spécialiste est forcément ouvert sur autre chose, parce que quand on parle de Barthes, de Saint-Jean-de-Perse et de Cocteau, eh bien, on brasse tellement de domaines que, de fait, l'extrême spécialisation est aussi un moyen de s'ouvrir. Ça aussi, c'est pas mal comme formule, hein. On aura le choix. Hum. Ça me fait penser à un ouvrage de Laurent Demans sur les fictions encyclopédiques depuis Flaubert, et j'ai l'impression que tout de même dans nos dictionnaires, on cherche plus à être du côté de la lumière que de l'obscurité, du savoir que de l'ignorance. Le mouvement de la littérature contemporaine, c'est plutôt dans ces fictions encyclopédiques de pointer les lieux de non-savoir, et je pense que l'attitude du coup n'est pas la même du côté des artistes et du côté des savants que nous sommes. Petits savants, mais voilà. C'est dialectique. Je veux dire que même le non-savoir suppose une nostalgie du savoir et le savoir suppose la conscience très forte de ce que nous ne savons pas, hein. Mm. Il y a les deux en même temps. C'est très dialectique tout ça, hein. Oui. Mais ça m'intéresse, Claude, de savoir justement si dans le dictionnaire Barthes, par exemple, vous avez pointé des choses que vous ne saviez pas et qui pourraient, par exemple, nourrir des futurs sujets de thèse. C'est-à-dire que là, je crois que ça rejoint une question de David. Là, on n'a pas fait le tour du sujet. Là, il faudrait aller plus loin et stimuler en quelque sorte à partir de là, comme une forme de trampoline vers d'autres recherches. Oui, alors j'évoquais tout à l'heure la lecture des essais critiques sous l'angle de la mélancolie, hein. Alors il y a eu un livre sur Barthes et la mélancolie, bien sûr, mais il y aurait vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et puis tout simplement mettre en valeur des textes. On ne lit plus beaucoup les essais critiques, hein, que j'aime beaucoup pour ma part. Par exemple, lire les textes de Barthes qu'il a consacrés à tel ou tel écrivain, par exemple, hein, et pas simplement les derniers textes qui sont très beaux, bien évidemment. Donc, je me suis dit, ben voilà, il y a des entrées encore possibles et il y a des ouvrages qui mériteraient qu'on les relise. Attends, Mm. voilà un très beau mémoire, une très belle thèse, Barthes et les essais critiques. Oui. Selon Barthes, ce serait une très belle thèse, Mm. ou un mémoire de master, j'en ai moins de temps. Ah, il est dommage que David Gullentov ne soit pas là parce que lui n'arrête pas dans des mails privés de dire que le dictionnaire est beaucoup trop étroit et beaucoup trop limitant pour la somme de savoir qu'il a accumulé au long de 30 ans de recherche sur Cocteau. Il y a toute une sorte de chemin de croix du véritable érudit, de l'hyperspécialiste, l'obligation d'être frustré en permanence. Et je dois dire que heureusement que nous formons un attelage, sinon il aurait déjà été découragé, je crois, devant son impuissance à pouvoir ou devant son obligation à devoir sabrer dans beaucoup de choses qui ne pourront pas être dites. Oui, mais il faut aussi compter sur les autres et sur les générations montantes. Et parce que, bon, dans Saint-Jean-de-Perse aussi, on a glissé ici ou là des pistes qui ont été insuffisamment explorées. Alors, c'est vrai que Saint-Jean-de-Perse, l'œuvre est assez mince, hein, globalement, puisque tout tient dans un Pléiade. Et encore, je veux dire, dans le Pléiade, il y a des discours, il y a des correspondances, etc. Mais il y a encore des pistes qui peuvent être empruntées. Alors, pour une thèse, je ne sais pas, mais je pense quand même que oui. Mais pour des mémoires, oui, c'est certain. Je pense par exemple dans le monde vivant, moi j'avais eu à travailler cette entrée dans le monde vivant, on a assez peu travaillé les insectes chez Saint-Jean-Perse. Or, il y a vraiment au plan entomologique, mais aussi métaphorique, beaucoup de choses à chercher, par exemple. Alors, c'est étroit comme sujet, mais ça peut déboucher sur plein de choses. Voilà. On en... Merci beaucoup. Vas-y, je t'en David, prie. tu voulais encore ajouter quelque Non, chose? non, 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 je te laisse faire. Vas-y, vas-y. J'allais clôturer, donc si tu... Ouais, ok. Puisque nous sommes justement arrivés au bout du créneau prévu, bon, on regrette effectivement les problèmes de connexion de David, mais un tout grand merci, Claude, Catherine et Pierre-Marie, d'avoir été là. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et pour vos questions. Et on se retrouve Le pour 24 février. le 24 février pour la première séance dirigée par Chiara.
Alors sur Merci. Zoom, hein, sur Zoom. Oui, on fera probablement, on passera par Zoom parce que là, c'était complexe. Bon. Oui, merci Mathilde d'avoir sauvé la réunion Merci aussi. Mathilde et l'Université de Nantes qui est toujours là en renfort quand on a des problèmes techniques. Avec plaisir. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne Merci soirée. infiniment, merci Bonne beaucoup. soirée, merci pour ces échanges. Merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Ciao.